C'est un mercredi soir, je m'en souviendrai toute ta vie, un conseil d'administration. Tu es débarqué en 2 heures en fait. Tu peux même pas retourner chercher tes affaires dans l'entreprise parce qu'on change les serrures de la boîte pendant la nuit. Tu n'as plus de salaire, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas un sou de côté parce que tu as tout mis dans la boîte. Je me suis retrouvé vraiment très seul à ce moment-là. L'association en 2025 qui doit marcher, c'est à minima un homme, une femme et une IA. C'est absolument indispensable. On ne peut plus lancer en 2025 une boîte sans le faire avec l'intelligence artificielle. La compétence métier, plus la maîtrise de la data et la maîtrise des outils, c'est ce qui fait l'entrepreneur de demain. Et là, on a des champs d'innovation incroyables. Il y a à peu près un quart des jobs dans le monde qui vont être directement impactés par l'IA. On n'a jamais vu ça avant. Beaucoup d'entrepreneurs ont conscience que certaines stratégies pourraient tout changer dans leur capacité à avoir du business, mais n'osent pas le faire. Ça ne peut pas marcher. C'est une énorme bêtise qu'il faut arrêter de mettre dans la tête des entrepreneurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, très bien accompagné. Je suis avec Francis Lelong. Comment tu vas? Ça va très bien, salut Alec. Salut, ça me fait plaisir de t'avoir ici, présent sur le plateau du Déclic. Je vais rapidement te présenter avant toutes les questions que j'ai à te poser, parce que tu as un parcours très riche. Tu es cofondateur du leader de la vente de chaussures en ligne Sarenza.com, cofondateur d'Allegria Group, leader européen aujourd'hui des technologies no-code et d'intelligence artificielle, 50 000 acculturés, plus de 500 entreprises accompagnées, plus de 6 000 apprenants formés aux outils no-code et IA via Allegria Academy notamment. Une vision, démocratiser l'accès au numérique avec l'ambition de créer une communauté de 1 million de citizen developers d'ici 2030. Francis Lelong, c'est 25 ans d'expérience, 7 sorties capitalistiques, une résilience entrepreneuriale exceptionnelle qu'on va découvrir dans cet épisode justement, avec énormément de sujets. Je vais tout de suite rentrer justement dans le parcours et l'histoire Sarenza, le succès, puis effectivement, on peut le dire, une trahison et donc plein de prises de conscience. Tu lèves 22 millions d'euros, Sarenza décolle, puis on te vire de ta propre boîte. Qu'est-ce que tu ressens à cet instant précis et qu'est-ce qui se passe finalement ? Bah, écoute, surtout c'est la surprise parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de choses. Quand une boîte fonctionne, tu t'attends plutôt à être dans la folie, dans l'expansion, le chiffre d'affaires grossissait, tout allait bien. Et je pense que c'est d'autant plus difficile que 6 mois avant, on levait beaucoup d'argent, donc ça allait très vite. Et puis, et maintenant, je fais un petit peu aussi la comparaison avec d'autres boîtes. Je pense à Mastéos qui a vécu un peu la même chose récemment, dans la vitesse à laquelle ça monte et la vitesse à laquelle ça peut s'effondrer. Donc nous, c'était une grosse surprise, c'était il y a 20 ans maintenant, donc à une époque où on n'avait pas tous les réseaux d'entrepreneurs, où on n'avait pas la possibilité aussi d'être accompagné comme on l'est aujourd'hui. Donc moi, je me suis retrouvé vraiment très seul à ce moment-là, avec mes 2 associés qui décident effectivement de se retourner un peu contre moi, de s'allier avec les investisseurs qui décident de me sortir du jour au lendemain. Donc c'est un mercredi soir, je m'en souviendrai toute ta vie, un conseil d'administration et tu t'es débarqué en 2 heures en fait. Tu peux même pas retourner chercher tes affaires dans l'entreprise parce qu'on change les serrures de la boîte pendant la nuit. Donc c'est assez violent en fait. Donc c'est cette violence d'abord le premier choc. Et puis là, tu as 2 attitudes possibles. C'est comme c'est arrivé à beaucoup, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, beaucoup n'en ont pas parlé, beaucoup sont venus me voir d'ailleurs parce que moi j'ai décidé d'en parler à l'époque. J'étais un des premiers à raconter mon histoire, à expliquer quand ça se passe mal avec un fonds, voilà à quoi il faut s'attendre, parce que c'était un peu la réalité, et c'est encore arrivé récemment, je pense à Solendro, à d'autres qui ont vécu ça encore aussi récemment. Donc, soit tu t'enfermes et puis tu te dis, écoute, ça passera, et puis on passe à autre chose, soit tu décides de te battre. Et moi, j'ai décidé de me battre, il était hors de question que j'accepte cette situation. Et encore une fois, la question n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, parce qu'on a fait plein de conneries, nous aussi, en tant que fondateurs. D'abord, on s'est engueulés entre nous, on n'avait qu'à pas s'engueuler entre nous. On n'a pas forcément choisi les bons fonds. On aurait pu choisir des fonds qui étaient peut-être avec une philosophie, des valeurs différentes. Ce n'est pas ceux qu'on a choisis, on avait eu le choix à l'époque, quand on avait levé les fonds. Donc, il faut aussi se regarder soi-même, se regarder ses erreurs, et décider ensuite de se dire quelle est la part des choses entre la vérité des fonds, ta vérité à toi, toute l'énergie que tu as donnée à une boîte qui n'aurait pas existé sans toi. Et je pense qu'à l'époque, en particulier, les fonds ne se rendaient pas compte ce que c'était que de monter une boîte, d'être entrepreneur, de bosser 60 heures par semaine, d'y mettre toute ton énergie, toute ta vie. Et là, moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, un truc très important, c'est que ma boîte, ça ne sera jamais mon bébé. C'est quelque chose de complètement différent. Il faut réussir à sortir de cette idée que tu n'auras qu'une chance dans ta vie pour réussir, que si tu la rates, c'est la fin du monde, que si tu rates, tu n'arriveras plus jamais à lever des fonds. Alors ça, ils m'ont dit tellement de fois, d'ailleurs, à l'époque, les investisseurs, quand ils faisaient de la pression sur moi en me disant ne dis rien, sinon plus jamais tu réussiras à relever d'argent dans ta vie. J'ai levé beaucoup plus après qu'avant, donc c'est vraiment pas du tout un sujet.
Donc j'ai décidé de me battre. Et là, à l'époque en particulier, aujourd'hui c'est un petit peu changé, mais tu n'as pas beaucoup d'armes en fait pour te défendre parce que tu n'as pas les moyens financiers qu'ils ont, tu n'as pas les avocats, tu n'as pas le temps pour toi. Et donc, il reste qu'une seule chose à faire généralement dans ces cas-là, si tu veux vraiment aller au combat, c'est la réputation du fonds. Et donc, il faut parler, donc il faut accepter de parler de ton échec, il faut accepter de reconnaître ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut aussi avoir quelques alliés. Moi, j'ai eu des alliés très importants, le commissaire aux comptes, qui a un rôle très important dans ce cas-là. Donc voilà, c'est un petit peu cette alchimie qui se met en place à ce moment-là. Et donc, à partir du moment où tu passes en mode fight, tu dois complètement oublier ton ego, oublier que ça a été ton bébé pendant 3 ans et être juste en mode de dire il faut que je me batte parce que si je ne me bats pas, je n'ai même pas de quoi rebondir pour relancer quelque chose derrière. Et en fait, moi, je suis passé tout de suite en mode Sarenza, c'est fini, donc je vais faire autre chose. Combien il me faut pour relancer une boîte? Parce que moi, je suis parti, j'avais rien, parce que tu étais viré, donc tu n'as plus de salaire, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas un sou de côté parce que tu as tout mis dans la boîte. Donc forcément, c'est compliqué quand même de se donner la chance de rebondir vraiment derrière. Donc moi, le focus, c'était ça. C'était d'expliquer déjà, de partager cette expérience et pas être dans un mode je ne veux surtout pas en parler parce que ça va avoir un impact sur ma réputation, ce genre de choses. Donc moi, j'ai décidé d'être transparent sur ce qui s'est passé. Et puis ensuite, de me battre pour avoir suffisamment d'argent, d'abord par rapport à tout ce que j'avais fait pour cette boîte. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est qu'un investisseur qui te met la pression en te disant « tu vas dans le mur, ça va mourir », s'il doit fermer la ligne, il sait fermer la ligne. Il y a plein de boîtes, ils savent faire. Quand tu as l'investisseur qui se bat pour récupérer tes actions, c'est qu'il y a quand même un peu de valeur de créer. Tu vois, c'est pas que la situation n'est pas si catastrophique que ça. Et donc ça, je l'ai compris assez rapidement. Donc mon travail, mes actions, ça avait un prix, ça avait une valeur, et je me suis battu pendant 3 mois pour récupérer quelque chose qui m'a permis ensuite de rebondir. Je n'ai pas forcément bien investi après parce que toutes mes boîtes d'après n'ont pas forcément toutes fonctionné. Si ça marchait dans tous les cas d'entrepreneuriat, ça se saurait, ce serait trop facile. Ce n'est pas la réalité. Mais voilà, je suis parti avec suffisamment d'argent pour me dire « Ok, c'est bon, j'ai 1 an devant moi, je vais pouvoir réinvestir, je ne suis pas à la rue, je peux payer mon loyer. » Parce que pendant ces 3 mois-là, moi, j'ai appelé mes parents pour payer mon loyer. Il faut quand même garder ça en tête. C'est-à-dire qu'on voit toujours les entrepreneurs qui réussissent. On est quand même un certain nombre. Moi, j'ai connu un jour une femme entrepreneur qui avait tout perdu, qui s'est retrouvée 2 mois avec sa fille dans sa voiture. C'est aussi la réalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il n'y a pas que les belles images des gars sur Instagram qui roulent en Ferrari. Ce n'est pas ça, entreprendre. Donc, il faut quand même le dire. Tu fais bien de le dire, parce qu'on aurait de la difficulté à s'imaginer pour une boîte comme Sarenza qui est énorme et qui du coup lève énormément d'argent à ce moment-là et en plein développement. Tu passes des semaines, des mois à pitcher auprès d'investisseurs, ils te font confiance et là, au dernier moment finalement, ils te virent de ta propre boîte. Enfin, c'est quand même assez dingue et tu te retrouves presque, excuse-moi pour l'image, mais presque en slip dans la rue, sans rien. Complètement. Et pour autant, tu as quand même cette force de caractère et cette envie de te dire « je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre, j'ai plus rien, mais justement, je vais montrer que je mérite quelque chose ». Et pendant 3 mois, du coup, tu te bats. Où est-ce que tu trouves cette force de caractère à ce moment-là? Parce que après coup, quand on raconte l'histoire, c'est assez facile, entre guillemets, de la raconter et puis de se l'imaginer. Mais quand on est face à la situation, il faut quand même dire, et bravo pour ça, que c'est pas facile, tu es seul contre tous. En plus de ça, il y a potentiellement aussi la honte, la gêne, c'est pas quelque chose que tu as envie de crier sur tous les toits, c'est compliqué, comment tu fais? Et face à toi, c'est des fonds. C'est des fonds qui ont des dizaines de millions et toi, tu n'as pas cet argent. Je pense qu'en fait, déjà dans le mindset, on parle beaucoup du mindset aujourd'hui de l'entrepreneur, mais il faut que tu passes un cap, ça c'est sûr. Il faut que tu acceptes la situation. Donc il y a une forme de résilience indispensable et je pense qu'une de mes forces en tant qu'entrepreneur, j'ai plein de défauts aussi, mais c'est vraiment la capacité de résilience. J'ai toujours très bien dormi, même le soir où je suis rentré chez moi après m'être fait virer. J'ai toujours su qu'il y aurait un après, j'ai toujours eu confiance en moi. Donc, les difficultés glissent d'une certaine manière et me permettent de garder la tête froide. Il faut vraiment réussir à garder la tête froide, c'est très important. Et puis, il faut faire aussi sa propre analyse, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté? Parce que moi, ce que je tire au maximum de cette expérience, c'est un apprentissage incroyable sur le choix de mes associés, sur comment est-ce qu'on a géré la relation avec les investisseurs, comment est-ce qu'on avait présenté le dossier, les erreurs qu'on a pu commettre. Et ça a été hyper enrichissant pour moi, ça m'a servi tout le reste de ma vie après. Donc, même si effectivement, d'un point de vue financièrement
parlant, je suis passé de, j'avais à l'époque 25% des actions, la boîte était valorisée 16 millions, hein, il y a 20 ans, c'était beaucoup d'argent. Même si j'ai perdu beaucoup d'argent à ce moment-là, ce que j'ai gagné en expérience, ça m'a permis de réussir après. Donc ça, il faut relativiser tout le temps cette partie-là. Et ensuite, je pense que dans le mindset aussi, moi, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, ben, en fait, tu es comme le taureau dans l'arène. Tu sais que c'est fini, tu ne reviendras pas, c'est terminé, c'est même pas la peine d'essayer de revenir. Mais ben, tu vas te battre quand même parce qu'il y a des choses à aller chercher. Et en particulier, comme je disais, ben, de quoi pouvoir rebondir. Donc, une fois que tu as accepté ça, que tu as accepté de briser la glace, donc de raconter la réalité des faits, en fait, je pense que les gens, aujourd'hui, ce qu'ils aiment, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Donc, moi, on ne me l'a jamais fait payer. Enfin, tu vois, au contraire, j'ai eu un soutien incroyable de plein d'entrepreneurs. Le monde des fonds d'investissement à l'époque, c'est encore un peu le cas maintenant, et peut-être un peu moins, c'était quand même un peu aussi un panier de crabes avec des gens qui se détestaient cordialement les uns les autres. Donc, il ne faut pas les mettre tous dans le même plat. Il y a des vraies différences de valeurs, d'ambition, d'histoire aussi, parce qu'il y en a qui viennent du monde purement de la finance, d'autres qui étaient des anciens entrepreneurs avant, donc ce n'est pas la même relation. Et je suis absolument convaincu que quand on lève des fonds, la qualité de la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est un des éléments clés de succès. On est obligé d'aller dans la même direction. Si on commence à plus aller dans la même direction, c'est fini. Et malheureusement, ça arrive assez régulièrement de ne plus avoir le même alignement stratégique ou la même ambition de ce qu'on veut faire. Donc voilà, il faut réussir vraiment à se mettre dans ce mindset-là. Moi, j'ai aussi beaucoup de chance parce que la presse s'est intéressée à mon sujet. Donc c'est bien d'essayer d'en parler, mais s'il n'y a personne qui t'écoute, ça fait pas mal. Il faut garder en tête que le seul endroit où tu peux faire mal à un fonds d'investissement quand ça ne se passe pas bien, c'est sa réputation. Parce que sa réputation, c'est la qualité des dossiers qu'il va recevoir derrière. Et quand tu lèves des fonds avec un fonds d'investissement, il va toujours te mettre en contact avec les entrepreneurs avec qui ça s'est bien passé. Généralement, il ne va pas te donner le numéro de celui avec qui ça s'est mal passé. Et il y a une asymétrie d'informations considérable, peut-être un peu moins aujourd'hui grâce à des associations comme le Galion ou d'autres, mais il y a quand même une asymétrie fondamentale entre ce que c'est le fond de toi, grosso modo tout, puisque tu lui as ouvert tout de ta boîte, de toi, de ton histoire, et ce que toi tu sais de la réalité de l'histoire du fonds d'investissement. Et là, je pense que malheureusement, même si ça s'améliore encore un peu maintenant, il y a toujours un peu cette asymétrie, et il faut essayer de la rééquilibrer. Et donc, il faut faire sa propre enquête, il faut appeler les boîtes qui ont fermé, savoir comment le fonds s'est comporté quand la boîte est allée au tapis. Est-ce qu'en face de toi, tu as eu un cow-boy ou est-ce que tu as eu quelqu'un qui essaie plutôt de t'accompagner? Et ça, c'est des sujets quand même très différents entre des business angels qui financent le début de l'entreprise, qui sont pour la plupart du temps des anciens entrepreneurs aussi, donc avec qui tu vas avoir une relation généralement très personnelle, très cordiale, et puis le fonds d'investissement, qui lui a au-dessus de lui des fonds d'investissement, des LPs, et qui est là dans une logique purement financière la plupart du temps. Donc cette alchimie est quand même très compliquée à gérer. Et ensuite, moi je suis né comme ça, je suis toujours de bonne humeur, tous les matins j'arrive avec la pêche, avec le sourire, quoi qu'il arrive, et donc je pense que ça c'est aussi une force, et je vois autour de moi un certain nombre d'entrepreneurs qui vivent mal les difficultés. Moi je considère mon rôle d'entrepreneur, enfin mon rôle de CEO en tout cas, c'est deux piliers. Un premier pilier, c'est de secouer le cocotier pour sortir des idées en permanence et faire en sorte qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers, parce qu'une entreprise comme la nôtre, ça doit innover en permanence, et donc on ne doit jamais être dans le confort. Et puis le deuxième pilier, c'est d'apporter des solutions. Si moi, je n'arrive pas le matin en trouvant des solutions, quand tout le monde a essayé de la trouver et n'y arrive pas, je ne sers pas à grand-chose en fait, parce que ce n'est pas moi qui suis dans l'opérationnel de la boîte non plus au quotidien. Et donc, j'ai toujours eu cette idée-là. J'ai toujours dit qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Et ça, c'est une conviction profonde que j'ai. Ouais. Complètement. Tu évoquais à l'instant justement l'importance de faire aussi une sorte de due diligence sur le fonds ou les fonds avec lesquels tu vas potentiellement travailler. Je te rejoins à 100% et c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Et c'est superbe que tu le mettes en avant. Tu as évoqué aussi des erreurs que tu as pu faire, soit avant, soit pendant la levée, soit peut-être même après. Quelles sont ces erreurs qui t'auraient permis peut-être d'éviter cette éviction ou de la vivre différemment, que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être un jour se retrouveront face à une situation où eux aussi, ils ont besoin de lever des fonds, où ils doivent gérer un conflit entre associés ou investisseurs pour qu'ils puissent s'en nourrir? Moi, je pense qu'on a fait deux erreurs fondamentales avec mes associés, et on a très peu eu l'occasion de se reparler depuis, mais je pense que je sais qu'ils ont à peu près la même vision que moi sur le sujet. Et puis en plus, maintenant, c'était il y a 20 ans, donc il y a prescription, mais qui sont toujours très valables aujourd'hui.
La première erreur, je pense que c'est la nécessité entre associés de s'entendre en permanence. C'est-à-dire qu'on doit régler nos problèmes entre nous, on doit trouver des solutions entre nous. Et à partir du moment où ce pool d'associés ne s'entend plus, ça devient très compliqué et c'est la porte ouverte à tout le reste. Ouais. On aurait eu d'ailleurs à l'époque des business angels un peu plus proches de nous, qui nous auraient mis autour de la table en nous disant « les gars, maintenant vous arrêtez vos conneries, vous vous mettez d'accord », ça serait sans doute passé différemment. On a ouvert la porte aux investisseurs tout simplement parce qu'on leur a donné la possibilité de passer majoritaire avec mes 2 associés qui sont partis parce qu'on s'était engueulés. Et donc on ne se serait pas engueulés déjà entre nous, sans doute que ça serait passé différemment. Ce qui pose aussi la question et la difficulté de l'association. Là-dessus, j'ai une théorie bien à moi maintenant sur ça, comment trouver ces bons associés. Mais en tout cas, on n'était sans doute pas dans la bonne association. Et pour te donner juste un exemple très concret, on était dans une guerre d'ego avec l'un de mes 2 associés déjà très forte à l'époque. Lui considérait qu'il devait être CEO parce qu'il avait quelques années de plus que moi. Moi, je considérais que je devais être le CEO parce que j'avais déjà fait 5 boîtes avant. Et on en est arrivé à faire co-CEO 1 an sur 2. Déjà, quand tu démarres comme ça, tu sais qu'il y a un problème, quoi, tu vois. Aujourd'hui, je le sais. À l'époque, j'en avais pas conscience, tu vois. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui est important dans l'association, de trouver la bonne association et de tout faire pour que cette association, elle soit infaillible. Et donc, ça nécessite de la communication, du respect, se dire les choses et des gens qui ne soient pas rancuniers aussi, qui ne traînent pas des casseroles d'associés pendant des années jusqu'à ce que ça pète. Donc, voilà, beaucoup de facteurs humains là-dedans. La deuxième erreur qu'on a faite, alors je vais rattacher ça au fameux « fake it until you make it », sur lequel je suis opposé depuis le départ. C'est la pire connerie qu'on ait racontée aux entrepreneurs pour moi depuis des années, parce qu'il y a 2 réalités. Il y a une première réalité qui est « je vais tester mon marché, je vais faire une landing page, je vais vendre un produit qui n'existe pas et je vais rembourser les gens tout de suite derrière en leur disant « voilà, je teste juste le marché, je te rembourse, c'était pour savoir si mon marketing marchait ». Ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, n'importe quel startup studio teste en permanence des idées de cette manière-là. C'est devenu quelque chose de normal. Et le fake it until you make it qu'on nous a vendu, qu'une personne en particulier nous a vendu, c'était je raconte du pipeau à mes investisseurs jusqu'à ce que mon produit existe. Et ça, j'y suis opposé depuis le départ parce que c'est la meilleure manière pour faire des conneries et s'engueuler avec son fonds d'investissement plus tard. On est là pour se dire les choses. Ça te plaît en tant qu'investisseur, tu veux venir très bien. Ça ne te convient pas, c'est pas grave, j'irai en trouver un autre. D'accord ? Mais concevoir la relation avec l'investisseur dès le départ, sur un mensonge, ça ne peut pas marcher. C'est une énorme bêtise qu'il faut arrêter de mettre dans la tête des entrepreneurs, surtout ceux qui lèvent de l'argent. Donc, présenter l'arrêté de votre dossier. Et nous, on avait quand même un problème fondamental dans le dossier Allegria, dans le dossier Sarenza, pardon, je vais y arriver. Les 2 se finissent par A, des fois je confonds. Dans le dossier Sarenza, c'est que quand tu te lances sur le marché de la chaussure et que tu fais x3, x4 tous les 6 mois, tu as un gros problème de BFR, en fait, parce que tu es obligé, dans le monde de la chaussure, les gens ne le savent pas, mais d'acheter quasiment 6 mois avant ton stock, parce que sinon, comme il n'y a pas d'intermédiaire, tu n'as rien à vendre. Et donc, nous, on levait de l'argent, pas pour faire finalement de la croissance, pas pour investir sur la technologie ou le marketing, mais pour acheter du stock. Bien évidemment, un fonds d'investissement qui aurait regardé correctement le business plan s'en serait rendu compte tout de suite. Et bien évidemment, on n'a pas mis, nous, le doigt dessus en expliquant aux investisseurs, les gars, vous venez parce qu'en fait, on finance du BFR. On leur a dit qu'on finançait de la technologie. Et donc, 6 mois plus tard, quand les gars se sont rendus compte qu'on avait consommé 4 millions sur les 6 levés pour acheter du stock, forcément, ça a tendu la relation. C'est pour ça que ça ne sert à rien, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je pense que quand tu as un peu d'expérience d'entrepreneur, tu sais le moment où tu es en train de dire ça va me retomber sur le coin de la tête un jour. Ouais. Mais tous, on se le dit, tu vois. Le document que tu ne fais pas signer, la clause que tu acceptes dans le contrat, le truc que tu oublies de dire, que tu n'oses pas dire. Et puis tu te réveilles 6 mois après, tu dis putain, merde, en fait, ouais, je le savais, j'aurais dû le dire, et puis je ne l'ai pas fait, quoi. Donc ça, c'est le pire des trucs de l'entrepreneur. Et ça nous arrive tous parce qu'on est humain. Parce qu'il y a un moment, on n'a pas envie de faire ça parce qu'on va vers la solution de facilité. Donc, à un moment, voilà, toutes ces bêtises, elles nous retombent sur le coin de la tête un jour, et nous, c'est ce qui nous est arrivé. Et donc, je pense que cette capacité aujourd'hui à assumer qui on est, à mettre en avant ses forces et ses faiblesses, et à demander la même transparence du côté du fonds, c'est-à-dire je te donne ma transparence, mais j'exige la même de toi, donc je veux tout savoir de comment tu as géré en particulier les deals qui sont crachés, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Complètement, complètement. Un autre sujet, c'est justement que lorsque tu vis ce moment-là, j'imagine que c'est un coup dur, c'est difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis que c'était une des pires choses qui te soit arrivée ou tu te dis que c'est une des meilleures choses qui te soit arrivée ?
Alors, je peux dire ni l'un ni l'autre. J'adorerais te dire c'est l'un ou c'est l'autre et être aussi effectivement un peu clivant sur le sujet. C'est clairement pas la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'aurais eu envie de continuer l'aventure et puis j'avais une stratégie qui était très différente de celle qui a été déployée après par mon successeur. Mais quand je regarde combien ça a été vendu 15 ans après au groupe Casino, pas de regret. Et quand je regarde aujourd'hui même la valorisation de concurrents dans le domaine de la vente de chaussures sur Internet qui sont cotés, ça vaut 0,1, 0,2, 0,3 fois le chiffre d'affaires. Je pense que j'ai fait d'autres boîtes beaucoup plus intéressantes derrière. Et puis j'ai appris beaucoup de choses aussi. Donc, tu vois, c'est un peu en entre-deux. Est-ce que l'histoire aurait été la même si on avait continué? On n'en saura jamais rien. Est-ce qu'on aurait fait mieux? On n'en saura jamais rien. On aurait peut-être fait pire et puis la boîte serait plantée. Et puis, est-ce que ça m'a appris des choses? À l'évidence, oui, qui me servent encore aujourd'hui. Et ça m'a ouvert d'autres opportunités parce que j'ai fait plein d'autres boîtes après qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, Allegria, c'est vraiment la synthèse de mes 15 startups. Je ne peux pas être mieux aligné aujourd'hui avec ce que je fais chez Allegria et tout mon parcours. Donc, mon parcours a été complètement différent, tu vois. Mais je pourrais dire ça même de ma première boîte que j'avais créée en 98 avec deux associés un peu connus aujourd'hui, Pierre-Édouard Sterrin et Véronique Torner. On était trois, on sort de l'école, on monte notre première boîte ensemble, on a des possibilités de vendre la boîte des dizaines de millions et on dit non. Et puis 3 mois après, l'explosion de la bulle Internet. Donc voilà, tout ça, c'est des expériences. Je pense que je ne suis pas du tout dans cette espèce de mode qu'on a aujourd'hui à expliquer aux entrepreneurs qu'il faut absolument rater pour réussir, parce qu'il y en a qui réussissent du premier coup, il n'y a aucune fatalité et c'est très bien de réussir du premier coup. En revanche, je suis plutôt de l'école de dire tu dois apprendre de tes échecs et c'est pas grave. Encore une fois, on a tous des échecs. C'est impossible d'être 100% dans le succès à chaque fois. Ça ne marche pas, c'est pas vrai. Tu l'as évoqué, c'est une quinzaine de startups à ton actif aujourd'hui. Avant de créer Sarenza, tu en avais 5 à ton actif déjà. Cette volonté d'entreprendre, à quel moment tu l'as eu? Est-ce qu'il y a un déclic qui a un jour, tu t'es dit je suis un entrepreneur, je veux entreprendre? Alors, moi, je pense que je suis un peu né avec parce que j'avais des parents entrepreneurs, mais qui avaient un petit commerce dans le domaine du BTP, du matériel pour le bâtiment. Donc, j'ai toujours vu mes parents énormément travailler. Je les ai toujours vus indépendants financièrement. Je les ai vus galérer aussi. Mais en tout cas, là-dessus, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que j'étais déjà un peu issu d'une famille d'entrepreneurs. Par contre, il y a un truc quand même un peu particulier sans doute chez moi, c'est que il faut se remettre dans le contexte des années 80. Donc, les années 80, c'est les années tapis. Donc, moi, ça a été effectivement mon idole à l'époque, avec tous ses défauts et toutes ses qualités qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, je pense que ce que j'ai compris assez rapidement quand j'étais jeune, d'abord, moi, je suis né à Metz. Alors, j'adore la Lorraine, j'adore Metz, mais c'est quand même pas forcément la région où tu as l'ambition d'aller péter le monde et de devenir start-upper. Mais en fait, je savais que je serais jamais ni footballeur, ni artiste, ni comédien, ni chanteur. J'avais aucun talent pour ça. Et j'avais quand même envie de faire mon ascension sociale d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qui me restait? Il me restait être entrepreneur. Et quand j'ai regardé un petit peu le sujet, je me suis dit, ouais, en fait, ça te correspond complètement, donc c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc je ne vais pas dire que c'était par défaut, parce que j'en avais très envie depuis toujours. J'avais envie de... Tu vois, enfin, je sais pas, c'est con, mais j'étais délégué de classe quasiment tout le temps. Je suis arrivé à la fac à Nancy, j'ai créé une asso. J'ai été élu tout de suite aussi représentant des étudiants à Nancy. Je suis arrivé dans mon école de commerce, j'ai créé l'asso informatique et j'ai fait le site web, le premier site web de mon école à l'époque. On a installé les premiers PC avec Laurent de la Clergerie, LDLC à l'époque, qui venait juste de monter sa boîte en 97 pour les étudiants à Lyon. J'ai toujours fait ça, quoi. Enfin, c'est une question d'énergie, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'était une évidence. Aujourd'hui, Allegria Group, si tu peux l'expliquer rapidement, ce que vous faites au quotidien. Nous, on a une mission qui est très simple, c'est d'accompagner la transition vers l'intelligence artificielle, l'automatisation et le no-code. Et je mets vraiment ces 3 technologies ensemble. Je revis aujourd'hui ce que j'ai vécu dans les années 90 quand Word, Excel, PowerPoint sont arrivés. J'ai 50 ans maintenant, quelques cheveux gris. Et j'ai souvent l'habitude de dire que moi, j'étais un peu une star dans les années 90 parce que quand j'ai commencé à bosser, je savais faire des slides sur PowerPoint et mon patron, qui avait mon âge aujourd'hui, mais à l'époque, lui, il faisait des transparents sur le rétroprojecteur. Et donc, j'ai vu l'émergence du PC, j'ai vu l'arrivée des outils bureautiques dans les entreprises et à quel point ça avait tout changé. Et aujourd'hui, on revit la même chose, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout le monde, la manière qu'on a travaillé va changer. Et que donc, on ne peut plus aujourd'hui se contenter de savoir utiliser Word, Excel, PowerPoint. Il faut passer à autre chose.
Et donc nous, on n'est pas en train de former des data scientists, on n'est pas en train de former des doctorants, chercheurs en IA, ça c'est très bien, il en faut plus. On vient d'annoncer d'ailleurs avec l'IA Action Summit qu'on avait passé de 40 000 à 100 000 ingénieurs formés sur ces technologies-là, très important pour l'avenir de ce pays. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien des 25-30 millions de collaborateurs dans les entreprises en France aujourd'hui, qui, pour un grand nombre d'entre eux, vont devoir changer leur manière de travailler. Et on veut les accompagner à monter en compétences. Donc, on accompagne les particuliers avec des formations et les entreprises avec des formations et de la prestation de services pour passer concrètement à l'ère de l'intelligence artificielle. On est vraiment, en tout cas la conviction qu'on a nous chez Allegria, mais avec quelques autres, c'est qu'on est vraiment en train de changer d'ère. On est en train de passer de l'ère des technologies de l'information à l'ère de l'IA, à l'ère de l'homme augmenté. Et je pense qu'on n'en s'en rend pas encore forcément tous compte, mais ça va être quelque chose d'énorme. On pourrait débattre sur le sujet de l'IA pendant des heures, mais en tout cas, tu prêches un convaincu qui l'utilise au quotidien depuis bien longtemps, qu'il a intégré dans sa boîte aussi. Mais finalement, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que l'IA est indispensable? J'imagine que oui. Seuls ceux que l'IA ne va pas forcément remplacer les hommes, mais c'est les hommes qui savent le mieux l'utiliser qui vont pouvoir justement vous remplacer ou en tout cas être plus équipés, ou est-ce que tu penses que complètement l'IA va remplacer des métiers et va redéfinir un ou plusieurs marchés, voire tous les marchés? C'est très difficile de faire des plans sur la comète là-dessus, mais plus le temps avance, plus je me suis forgé une conviction sur le sujet. D'abord, je pense que c'est important d'expliquer qu'on n'est qu'au tout début de l'aventure de l'intelligence artificielle. Et déjà aujourd'hui, on voit énormément d'applications. Aujourd'hui, dans les écoles de traduction, on apprend à traduire avec DeepL. Aujourd'hui, dans les maisons d'édition, on fait la traduction des manuels déjà avec de l'intelligence artificielle. La technologie qui remplace aujourd'hui un agent de call center intégralement existe. C'est 250 000 personnes qui bossent en France dans les call centers, c'est à peu près 200 000 au Maroc, 100 000 à Madagascar. On ne va pas transformer un agent de call center du jour au lendemain en data scientist, ce n'est pas vrai. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'évolution des technologies, pour l'avoir vécu dans le monde de la musique, quand j'ai repris Cobuzz par exemple, eh bien, on s'est rendu compte que ce qui est difficile, c'est les phases de transition. Dans la musique, tout le monde a commencé à pirater dans les années 90, donc on a arrêté d'acheter des CD, donc le marché s'est effondré. Il a fallu 10 ans pour trouver un modèle économique, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Et puis, 20 ans après, le marché est reparti et on n'a jamais gagné autant d'argent dans la musique qu'aujourd'hui grâce au streaming et aux plateformes de streaming. Mais entre-temps, il y a des millions de personnes qui ont perdu leur job, il y a des artistes qui étaient plus rémunérés et ça a été très compliqué. Et on peut faire un peu la même analogie avec d'autres marchés, la presse par exemple. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 600 000 abonnés à l'équipe en ligne qui payent leur abonnement, beaucoup plus que les gens qui achetaient le magazine avant. Donc on voit bien que c'est les phases de transition. Là où ça va être compliqué avec l'IA, c'est que c'est des dizaines de secteurs en même temps qui vont vivre en même temps cette phase de transition. Et donc, quand on regarde un petit peu les études sur le sujet, il y a les plus catastrophistes, type Goldman Sachs, 300 millions de disparitions d'emplois en 10 ans, grosso modo, dans le monde. Et puis, il y en a d'autres qui vous racontent « mais non, vous inquiétez pas, l'IA, c'est comme toutes les autres technologies, destruction créatrice, Schumpeter, et puis ça va repartir comme en 40 ». Bon, moi, je suis plutôt j'allais dire, de l'écurie World Economic Forum, qui a fait une très bonne étude et qui me paraît être la plus sérieuse aujourd'hui là-dessus, qui est grosso modo de dire qu'il y a à peu près un quart des jobs dans le monde qui vont être directement impactés par l'IA, que dans les pays de l'OCDE, ça va être à peu près 14 millions le solde net de destruction d'emplois et à peu près 1 million de destruction d'emplois pour la France. Ce qui veut dire que ce n'est pas le cataclysme total, mais c'est quand même revenir à 15% de chômage. Et donc, quand on voit les difficultés qu'on a déjà à faire un budget et qu'on parle du chômage, qu'on parle des retraites, forcément, ça ne colle pas. Et si on fait juste une règle de 3 très simple, sans être un expert de l'économie, qu'on voit que d'un côté, on va faire 10, 15, 20%, 30% de gains de productivité et que de l'autre côté, on fait 2% de croissance, il y a un moment, ce n'est pas possible. Et si on pousse le bouchon encore un peu plus loin et qu'on est vraiment du côté des pessimistes, ou pas d'ailleurs, ça dépend ce qu'on pense du capitalisme, mais à partir du moment où tu es dans un pays où il n'y a plus de croissance démographique, il n'y a plus de croissance économique, et il n'y a pas de job pour tout le monde, c'est la fin du capitalisme tel qu'on l'a connu. Donc il va falloir réfléchir à autre chose. Et moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas trop notre capacité à réinventer le modèle. Je pense qu'on y arrivera, il y a des gens qui commencent à travailler dessus, même si pour le moment, ce n'est pas encore super clair. Ce qui m'inquiète plus, c'est la confrontation des enjeux sociaux de l'IA
avec les grands enjeux de la planète environnementaux. Parce qu'on sait très bien que quand les deux doivent s'affronter, on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est toujours le social qui gagne. Les Gilets jaunes font des manifestations. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les taxes sur le pétrole. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens à la fois de dire vous allez perdre des jobs et en même temps multiplier par 2 le prix du gaz, du pétrole, parce que c'est ce qui les fait vivre au quotidien. Et là, on a un enjeu fondamental. Il ne faudrait pas que l'un s'oppose à l'autre. Et c'est le risque majeur que je vois demain. Je pense que globalement, on va y arriver. La phase de transition va être difficile, mais il faut qu'on l'anticipe au maximum. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Allegria. Et donc, est-ce que ceux qui vont s'en sortir le mieux, ce sont ceux qui vont se former aujourd'hui à l'IA et qui vont justement apprendre à la dompter? Sans doute. Est-ce que ça sera suffisant pour sauver tout le monde? Peut-être pas. En revanche, on a tous, nous citoyens, une responsabilité déjà à comprendre l'impact de l'IA, parce que la réalité, c'est que personne n'en parle. Enfin, là, on a eu les Action Summit, ça y est, c'est sorti un peu. On a fait une émission sur France 2 qui a pas mal marché, on est content. La réalité, c'est que dans les discussions du dimanche après-midi dans les familles, l'IA, ce n'est pas encore le sujet. Or, il n'y a rien qui va plus impacter notre quotidien que l'IA dans les 5 à 10 ans à venir. Donc, il faut s'emparer du sujet, il faut se former, il faut que les chefs d'entreprise aussi ne soient pas que dans l'idée de dire « je vais absolument faire que des gains de productivité », parce que ça, c'est aussi un truc que nous, on voit énormément sur les chefs d'entreprise qui viennent nous voir. Alors, ils veulent tous faire des gains de productivité, sauf que quand tu leur poses la question de savoir « mais en fait, votre boîte, elle existe encore dans 5 ans avec l'IA? Vous êtes sûr que vous créez encore de la valeur là? Toi, l'avocat, toi, le gestionnaire de patrimoine, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas te faire remplacer demain par un agent IA qui fera mieux ton job? Toi, le radiologue, dont on sait qu'aujourd'hui, l'IA détecte mieux n'importe quelle tumeur que le meilleur des radiologues du monde. Toi, le développeur, l'IA aujourd'hui est meilleur pour développer que le meilleur des développeurs de chez OpenAI. Et bien, en fait, il ne se pose pas cette question. Et quand tu regardes, il y a une étude très intéressante qui est sortie l'année dernière aux États-Unis sur le Fortune 500 américain. Aujourd'hui, il y a 50% des patrons du Fortune 500 américain qui pensent que leur boîte aura disparu dans les 10 prochaines années à cause de l'IA. Donc, c'est 50%. 50%. On n'a jamais vu ça avant. D'accord ? Donc, il faut se poser cette question parce que sinon, on va aller dans le mur. Il ne s'agit pas simplement de se dire, effectivement, est-ce que les call centers ont un avenir ? Le patron de Téléperformance nous raconte depuis 1 an que non, il ne licenciera pas à cause de l'IA et ils viennent de licencier 30% des effectifs. Donc, on y est là, ça y est, c'est maintenant que ça se passe. Donc, on a, nous, et c'était un des sujets qu'on a essayé d'aborder pendant le l'IA Action Summit, de se dire quelle va être la responsabilité, nous, il ne faut pas attendre sur les politiques là-dessus, comme d'habitude, c'est nous, les chefs d'entreprise, c'est nous, la société, pour se prendre en main et faire en sorte que cette transition soit la plus positive possible. Parce que là, on a vu les inconvénients, mais il y a tous les éléments hyper positifs de l'IA aussi, et j'espère qu'on va en parler, parce que les percées, sur la santé en particulier, sur l'éducation de l'IA, ça va être incroyable. L'IA, c'est aussi un monde meilleur. Donc voilà, c'est comme à chaque fois, Stephen Hawking disait à propos de l'IA, ça sera soit la plus exceptionnelle des inventions de l'être humain, soit la pire. C'est comme le nucléaire, tu peux faire la bombe et tu peux faire de l'électricité, c'est à nous de décider de ce qu'on va en faire. Ouais, ça dépend de comment on l'utilise au quotidien. Oui, exactement, et qui y a derrière. Tu vois, on voit aujourd'hui la bataille avec Elon Musk et OpenAI, deux visions complètement différentes du monde, un monde plus régulé, avec une IA responsable, et un monde en face, de l'autre côté, on va faire des fermes de data centers alimentées au gaz et au pétrole. Enfin, on marche sur la tête, c'est complètement délirant. Il faut arrêter avec ça, mais aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Donc, on reparlera justement de l'IA, mais il y a un sujet sur lequel j'ai envie d'échanger avec toi, c'est de revenir un peu dans le passé. Et justement, après ces 3 mois de combat, tu arrives à repartir avec un petit peu d'argent. Et là, tu vas lancer notamment 2 projets consécutivement, donc ToFoot et l'édito.com. Ouais. Et là aussi, finalement, c'est 2 échecs. Mais tu continues. Pourquoi continuer? Qu'est-ce qui fait que tu lâches rien? Qu'est-ce qui fait que là, en l'occurrence, il y a des échecs? Et est-ce que ces échecs, finalement, est-ce qu'ils t'ont rendu plutôt prudent, plus audacieux? Comment tu vis la chose? Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, déjà, c'est un acte de bravoure que d'oser se lancer. Et lorsqu'on a ces challenges, c'est difficile d'y faire face. Lorsqu'on échoue, c'est encore plus difficile d'y faire face. Et pour beaucoup, c'est là qu'ils abandonnent, c'est là qu'ils lâchent. Ouais. Toi, il n'y a rien qui te fait lâcher, il n'y a rien qui te fait abandonner. Comment tu vis ce moment-là et qu'est-ce qui fait que tu en es là? Il n'y a rien qui me fait abandonner. Il y a comme un moment où il faut décider d'arrêter de s'entêter sur un projet et de l'arrêter. Et d'ailleurs, ces 2 exemples sont intéressants parce que c'est 2 cas complètement différents. ToFoot, la boîte existe encore aujourd'hui. Mon associé de l'époque continue à la développer, donc ce n'est pas vraiment un échec. Moi, je suis parti parce que l'ambition qu'on avait au départ,
de faire la première communauté pour les footballeurs amateurs, on l'a raté. On l'a raté pour une raison principale, deux raisons principales. La première, c'est qu'on ne s'est pas réparti les rôles correctement dans l'équipe de fondateurs. Et la deuxième, c'est qu'on a eu un prestataire développeur qui nous a livré un produit qui ne fonctionnait pas. Et après, on n'a pas réussi à remonter la pente de l'échec technologique, de la mise en œuvre de la solution dans laquelle on avait investi tout l'argent qu'on avait levé. Donc c'est pour ça que, encore une fois, il y a échec et demi-échec. Moi, j'ai décidé au bout de 2 ans de dire à mon associé, moi j'ai envie d'un projet ambitieux, ce que c'est en train de venir et le projet que tu proposes aujourd'hui ne me convient pas. Donc je suis parti faire autre chose. Il m'a racheté 10 ans après mes actions. Moi j'ai perdu à peu près 60 000 € dans l'histoire, mais ce n'est pas très grave. On s'est toujours entendu avec Gilles et lui il avait envie de continuer. Ça correspondait plus à sa vision très long-termiste, plutôt patrimoniale de développer une entreprise. Et puis nos chemins sont séparés. Donc, oui, c'est un échec dans le sens où ce qu'on avait vendu à nos investisseurs et l'ambition qu'on avait pour le projet, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre. Donc un problème d'exécution. De toute façon, 9 boîtes sur 10 qui ratent, c'est un problème d'exécution. De toute façon, c'est quand même un grand classique. Mais la boîte a continué. Les salariés ont gardé leur job et puis ça existe toujours aujourd'hui. Le cas de l'édito, c'est un petit peu différent puisque là, c'est une boîte que j'ai reprise. On est venu me chercher pour reprendre la société. J'ai refait complètement le business model. Ça a très bien marché pendant 2 ans. On a fait 2 millions € de chiffre d'affaires, sauf que ce n'était pas encore rentable. Et je me suis retrouvé, moi, shorter cash au moment où un certain François Hollande, je crois, qui a disparu, qui essaie de revenir, qui disparaît, qui revient, est devenu président et il a décidé de taxer à 75% les investissements sur les startups. Donc la fameuse histoire des pigeons. Et donc moi, je me suis retrouvé sans cash en plein pendant les 6 mois où c'était plus impossible de lever. Et donc, j'ai été obligé de plier la société pendant cette période-là. Je ne l'ai pas complètement plié d'ailleurs, parce que les investisseurs ont voulu reprendre, mais ils ont fermé quelques mois plus tard. Donc là, il y a aussi un moment, tu ouvres ton restaurant, et puis 15 jours après, il y a le Covid. Donc il faut accepter qu'on est contraint par l'environnement. Parfois, tu n'as pas de chance, le restaurant avec le Covid, et parfois, tu as de la chance, Allegria, l'IA. Nous, quand on a démarré Allegria il y a 4 ans, on n'avait pas vu arriver l'explosion de l'IA et ça a été une chance formidable. Donc, j'allais dire, la chance que tu vas avoir ou pas dans ton business, c'est un facteur important. C'est 50% de la réussite de l'entrepreneur. Il n'y a aucun entrepreneur sérieux qui peut te dire qu'il a tout réussi parfaitement et qu'à aucun moment il a eu un peu de chance dans son aventure entrepreneuriale. Outre la chance, il y a quand même un certain talent, il y a des compétences, il y a un timing, il y a un feeling à réussir à avoir. Ouais. Avec toutes les expériences que tu as accumulées, tous les entrepreneurs que tu as côtoyés, que tu côtoies encore, est-ce que tu as identifié des clés qui ont pu, à certains moments de ton parcours, faire la différence? Oui, je pense qu'effectivement, il y a un mindset qui est là. Tu disais tout à l'heure, j'en ai fait 15, oui, parce que je ne sais rien faire d'autre en fait, et c'est ce que j'aime. Donc on a une chance formidable, nous les entrepreneurs, c'est d'avoir choisi ce qu'on fait. Et souvent, quand j'en discute avec des jeunes qui se lancent et qui me disent « Ah, moi je sais, je vais être entrepreneur », je dis on en reparlera quand on aura fait 3 ou 4, parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent à la fin de la première, parce que si on savait à quel point c'est dur, il faut être maso pour être entrepreneur quand même, un petit peu, il y a un peu de ça quand même. Donc c'est au bout de la 2e ou la 3e, si tu sais, c'était vraiment fait pour ça. Donc tu as raison, c'est un mélange d'inné et d'acquis. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour être entrepreneurs parce que il faut être résilient, il faut être résistant. Et puis les gens comptent sur vous, donc tu ne peux pas arriver le matin défaitiste, tu ne peux pas arriver le matin sans avoir le sourire, sans emmener tout le monde avec toi. Il faut avoir cette capacité à convaincre. Donc ça, il y a des entrepreneurs qui ne vont pas forcément l'avoir, mais qui vont s'associer avec la bonne personne pour le faire. Et moi, je pense que là où j'ai énormément progressé, et ce qui fait aujourd'hui le succès en particulier d'Allegria, c'est vraiment la force de notre association avec Christelle et Thomas. On est hyper complémentaires par notre écart d'âge, par notre écart de compétences. Et ça, et puis surtout par notre... on a aussi, la boîte, on a l'impression que c'est facile, Allegria, mais on a vécu une année 2024 quand même assez difficile aussi, tout n'a pas été parfait. On ne s'est jamais désolidarisé, on s'est toujours parlé, on a toujours été dans le même sens. Et on applique vraiment le speak and commit. Donc voilà, on se dit les choses en toute transparence. Puis une fois que la décision est prise, même si ce n'est pas ma décision, puisqu'on décide à tous les 3, on y va, quoi, et on fait ce qu'on a dit. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important. Comment choisir ses bons associés? Ça, c'est le plus dur. J'allais rebondir, tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu as dit que tu avais ta propre méthode maintenant. Exactement. Alors, j'ai une méthode, mais surtout, j'ai une conviction. Oui. Et cette conviction, c'est qu'aujourd'hui, une association en 2025 qui doit marcher, pour moi, c'est à minima un homme, une femme et une IA.
Pourquoi un homme et une femme? Parce que s'il n'y a pas de femme dans l'équipe des fondateurs, il va manquer 50% de ce qui fait notre différence avec les hommes et les femmes. Et ça, vraiment, je l'ai vécu. Et je vois quasiment toutes mes boîtes qui ont le mieux marché à chaque fois. J'avais une femme avec moi. Et celles qui n'ont pas marché, on n'était que des mecs. Je ne sais pas si je peux en faire une statistique. Mais en tout cas, la conviction, quand je regarde aujourd'hui le rôle qu'a par exemple Christelle chez Allegria, elle a une sensibilité différente. Elle voit des choses différentes. Les collaborateurs lui disent des choses différentes qu'à Thomas et à moi. Donc pour moi, aujourd'hui, monter une boîte sans les deux sexes, c'est comme courir un marathon sur une seule jambe. C'est vraiment indispensable. Et c'est une conviction que j'ai forgée au fil de mes expériences entrepreneuriales. Et puis l'IA, qui devient un peu le troisième sexe de l'entrepreneur, ou en tout cas le compagnon de l'entrepreneur idéal, parce que aujourd'hui, monter une boîte avec l'IA, c'est game changer. Le business il est devenu complètement différent depuis maintenant 2 ans qu'on a l'IA. Moi, c'est un outil que j'utilise au quotidien, qui me permet de prendre des meilleures décisions, qui me permet d'analyser des tonnes de données très rapidement, et qui me permet de faire des études de marché, de rester en veille en permanence, de construire des offres. C'est absolument indispensable. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus lancer en 2025 une boîte sans le faire avec l'intelligence artificielle, sauf à faire un business artisanal très traditionnel, j'allais dire. Mais même pour eux d'ailleurs, parce qu'eux aussi, ils doivent gérer des clients, envoyer des factures, relancer des impayés, tout ce qui fait le quotidien d'un entrepreneur qui se lance. Donc c'est ça ma conviction aujourd'hui. Et donc, pour trouver le bon associé ou les bons associés dans la partie humaine, parce que l'IA, à la limite, c'est facile de la trouver aujourd'hui. Alors, je me permets de faire une petite aparté, excuse-moi de te couper. Pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, ça peut paraître un petit peu abstrait de se dire mon troisième associé, c'est une IA. Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour toutes celles et ceux qui se posent la question? Est-ce que c'est prendre un abonnement de ChatGPT ou autre, peu importe, et communiquer régulièrement, l'utiliser pour faire son étude de marché, utiliser l'IA ou les automatisations, le no-code pour générer des factures, traiter des emails, faire du service après-vente, tous ces sujets qui vont te faire économiser un temps considérable et puis de la bande passante, de la matière grise et te faire gagner des compétences. Est-ce que c'est autre chose? Dis-nous en plus à ce sujet. En fait, c'est quelque chose de très concret et effectivement, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas encore vraiment vu arriver les agences. 2025, ça va être l'explosion des agents. Une toute petite aparté sur ça pour bien comprendre vers où on va. ChatGPT, ça a démarré avec une version gratuite. Donc c'était bien, il y avait un peu de valeur. Et puis on a eu le plan Pro Business, je confonds toujours les deux, qui est arrivé à $20. Ouais, Pro, et on est nombreux à l'avoir pris parce que tu peux mettre des fichiers plus lourds, ça va plus vite, tu peux poser plus de questions, il a une meilleure mémoire. Et puis, tu as surtout accès au dernier modèle qui te permet d'avoir une meilleure qualité puisque ça progresse très très vite. Et puis là, il y a le nouvel abonnement qui vient d'arriver à $200 que j'ai pris tout de suite parce que dedans, il y a Deep Search, qui est juste un outil incroyable pour les entrepreneurs parce qu'il intègre le raisonnement du modèle O1. Et donc, c'est le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est ChatGPT tel qu'on connaît, mais avec la capacité de raisonnement, la capacité de rechercher sur Internet, tout ça en un. Et donc, il va vous faire une réponse en 5, 6, 10 minutes, mais qui va être absolument incroyable dans la qualité de ce qu'il va proposer. Cet élément-là, One, le raisonnement, pour que celles et ceux qui nous écoutent s'en rendent compte, c'est vraiment un pas de géant pour l'intelligence artificielle, parce que ça lui permet aussi d'avoir justement, comme un humain, un avis. Exactement. Et d'ailleurs, on a un vrai, on n'est pas d'accord, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec Luc Julia qui pense qu'on n'arrivera jamais à l'AGI, donc à cette intelligence artificielle qui sera l'équivalent de l'homme, alors qu'on est un certain nombre de pensées qu'on y arrivera, donc là c'est bien, il y a des controverses dans l'IA. Mais on voit aujourd'hui que cette capacité de raisonnement, ça permet d'avoir vraiment un collaborateur à côté de nous qui va nous poser des questions, qui va nous challenger sur un certain nombre de sujets. Moi, j'ai eu l'occasion récemment, par exemple, d'accompagner un entrepreneur en difficulté. J'ai passé 30 minutes avec lui, il m'a présenté toute sa problématique et j'ai tout enregistré. Et à la fin, j'ai fait mon rapport d'étonnement, comme je fais d'habitude, sur un post-it, et puis des recommandations de ce qu'il devrait mettre en place avec 7-8 recommandations. Et je me suis dit, mais en fait, t'es trop bête, Francis, demande à l'IA, t'as tout enregistré, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a sorti, mot pour mot, exactement les mêmes résultats que moi. Donc l'IA, ce n'est pas simplement pour aller faire des tâches subalternes, comme envoyer des relances à des clients, c'est aussi la capacité de faire l'équivalent d'un type qui a quand même fait 15 startups, qui a 50 ans et qui est à mon égal aujourd'hui dans l'analyse qu'elle a été capable de faire de la bonne recette pour aider cet entrepreneur à s'améliorer. Donc ça, c'est des choses que les gens n'intègrent pas forcément tout le temps, c'est de se dire l'IA, ce n'est pas que pour faire les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, c'est aussi les tâches à très forte valeur ajoutée. Complètement. Et donc ce vers quoi on va, après cet abonnement gratuit $20, $200, c'est sans doute fin d'année un abonnement à $2000.
où ChatGPT va se positionner comme un collaborateur. Et ChatGPT, OpenAI vont vous dire, est-ce que tu préfères recruter un collaborateur qui va te coûter avec les charges 5 000 € ou prendre mon agent qui va te coûter 2 000 €, qui ne sera peut-être pas au niveau de quelqu'un qui vaut 10 000 – 20 000 €, mais qui sera peut-être mieux que la personne qui vaut 4 – 5 000 €. Et cette confrontation avec les agents, elle va arriver cette année de manière très très forte. Moi, j'ai vu récemment une start-up, par exemple, dans le domaine de l'assurance, qui a développé des agents. Donc, c'est des collaborateurs, comme s'ils étaient en remote, dans Teams et dans Slack, qui sont là toute la journée avec toi et qui te dit, quand tu fais une erreur sur le code du travail, quand il y a un agent actuaire, par exemple, qui va refaire les calculs pour s'assurer que ton offre commerciale est la bonne. Et toute la journée, ils sont là, comme des collaborateurs en plus, dans ton Slack. Donc, l'agent finalement associé qui va t'aider à faire ça, il va te permettre de pouvoir lancer ta boîte à une vitesse, mais 100 fois plus vite. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, tu veux lancer une application mobile, par exemple. Il y a encore 5-6 ans, c'était 500 000 € à lever, 8 mois de développement, de l'UX, de l'UI, des designers, des écrans à faire, tout ça, ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, avec le no-code chez Allegria ou d'autres agences no-code ou avec des freelances no-code, on sait faire la même application pour 50 000 € en 8 semaines. Mais aujourd'hui, tu vas sur Crispy, ça s'écrit K-R-I-S-S-P-Y, tu fais la même chose en 2 minutes. C'est-à-dire que Crispy te sort 50 écrans entièrement codés de n'importe quelle application mobile en 2 minutes. Donc, demain, tu veux lancer n'importe quel service. Tu prends Crispy, tu prends Bolt, tu prends n'importe quel autre outil de ce type-là. En 2 minutes, tu as ton service qui est en ligne. Et donc, ce que ne se rendent pas compte les gens, c'est qu'on est en train de rentrer dans un monde où la barrière du code et du coût du code est en train de s'effondrer. Le code ne vaudra plus rien. Et ce qui va valoir beaucoup d'argent, c'est 2 choses. La data, parce que c'est la seule chose auquel les modèles n'ont pas accès, puisque tous les modèles sont entraînés sur des données publiques. Donc la data, ta data à toi, grosse valeur ajoutée. Et puis deuxième élément très important, ta compétence métier. C'est pour ça que tu ne vas pas te faire remplacer tout de suite par l'IA. Et on le voit, quand tu poses une question à ChatGPT sur un sujet que tu ne connais pas, tu as une réponse médiocre. Quand tu mets un expert qui pose correctement la question à ChatGPT, il a une super réponse. Donc la compétence métier, plus la maîtrise de la data et la maîtrise des outils, c'est ce qui fait l'entrepreneur de demain. Et là, on a des champs d'innovation incroyables. Plus besoin de lever d'argent. Tu as 25% des startups à Paris aujourd'hui qui se lancent en mode bootstrap avec 10-20 000 balles apportées par les fondateurs. Ouais. Donc, il n'y a plus besoin d'aller chercher 500 000, 1 million pour lancer une application mobile. Tu as une idée, avec ces outils-là, tu peux le faire tout de suite. Et ça, c'est génial parce que ça ouvre des perspectives d'innovation incroyables. Et de manière un peu contre-intuitive pour moi, je trouve que ça remet finalement l'entrepreneur au cœur du sujet. On sort d'une période où finalement, si tu n'avais pas les bons réseaux, si tu n'avais pas les ingénieurs, si tu n'avais pas les compétences techniques, tu ne pouvais pas innover, à un monde où demain, tout le monde va pouvoir innover avec de la tech parce que ça va être accessible à tout le monde. Plus de barrière du coût de la tech, plus de barrière de la compétence technologique. Là, c'est un champ d'innovation incroyable demain et en plus dans des secteurs sur lesquels il n'y a peut-être pas toujours de retour sur investissement. Je pense au social, à l'environnement, où aujourd'hui, tu peux lancer n'importe quel projet pour quasiment rien. Et ça, c'est génial. Complètement, complètement. Ça remet au centre le génie de l'entrepreneur finalement. Exactement, avec, sa capacité d'exécution, sa capacité à convaincre des clients, à entraîner des collaborateurs, plutôt qu'être bien né, avoir les bons diplômes et savoir trouver des investisseurs. Ou devoir faire absolument tout, parce que notamment les agences, c'est dingue, on le voit déjà, certaines startups ont même comme proposition de valeur de remplacer tes employés directement et le font pour certains postes relativement bien déjà. Alors avec l'évolution, ça va être dingue. Merci pour cet aparté sur l'IA. Revenons sur la partie associée, parce que c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs. J'ai l'impression que dans la totalité de tes boîtes, ou en tout cas la plupart, tu avais à chaque fois des associés. 100%. 100%, parfait. Et donc, je t'ai coupé au moment où tu allais parler justement de ce deuxième associé, femme en l'occurrence, ou homme, peu importe, mais comment on fait pour trouver la bonne personne? Alors, j'imagine que la complémentarité, c'est capital peut-être, le feeling, je ne sais pas. Quels sont les différents éléments, points de vigilance que tu as pu apprendre par tes expériences? Ouais, c'est super difficile. Tu vois, moi, j'ai eu des associés comme Véronique, dont je parlais en introduction. On l'a vu un matin pendant 2 heures et lundi, elle avait 25% de la boîte et ça s'est super bien passé avec elle. Et puis d'autres que je connaissais depuis 10 ans avec qui je me suis associé et c'était une catastrophe. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question et je pense que ça reste… il y a encore une part d'impalpable, une part de chance aussi
dans ce processus-là. D'abord, pourquoi tout le temps prendre un associé? Parce que je suis nul sur plein de trucs et donc il faut absolument qu'il y ait cette forme de complémentarité. Je suis pas du tout ordonné, les process ça me fatigue, donc moi je suis un visionnaire, j'ai 3 idées et j'ai besoin d'avec moi une équipe qui soit capable aussi parfois de me freiner. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont capables de me dire non, j'ai besoin d'avoir des gens avec qui intellectuellement ça fit et ça va vite et on peut échanger. Moi, la plupart de mes idées, elles arrivent soit le soir quand je m'endors ou le matin quand je me réveille. Donc j'ai toujours un petit carnet pour noter mes idées parce que c'est un moment de créativité incroyable. Je pense qu'on l'a beaucoup ça. Et puis le deuxième moment de créativité, c'est quand je me pose avec mon associé et qu'on s'engueule et qu'on sort un truc parce qu'il sort toujours quelque chose de ces joutes, entre guillemets, sur le business model, sur les offres. C'est là que les idées elles viennent. C'est pas tout seul en train de lire un bouquin que les idées elles viennent, quoi. Il faut qu'il y ait du challenge. Donc moi j'ai besoin de ce challenge-là. J'ai besoin de confiance. J'ai besoin de gens qui savent exécuter. J'ai besoin de gens auxquels je n'ai pas besoin de répéter 2 fois ce qu'il y a à faire et je n'ai pas besoin d'aller contrôler. J'ai horreur de faire du micromanagement, j'ai horreur de contrôler. Donc je pense qu'avec le temps, tu arrives assez vite à trouver un petit peu les bonnes personnes et les types de profils qui conviennent bien. Après, le risque, c'est que tu as toujours des gens qui vont s'inventer une vie, qui vont te raconter qu'ils sont comme ça, et puis quand tu commences à bosser avec eux, tu te rends compte, non, en fait, cette personne, elle est tout l'inverse de ce qu'elle t'a raconté. Donc ça, c'est toujours difficile et il y a une part de hasard autour de ça. Comme quand tu recrutes des collaborateurs, ce n'est pas une science exacte et malheureusement, tu as beau avoir des super process, à la fin, il y a quand même encore une part de chance dans tout ça. Donc, quel conseil je peux donner là-dessus? D'abord, se tester avant, avoir travaillé ensemble avant. D'accord. Voilà, ça c'est super important. Donc qu'est-ce qu'on met en place là? Du vesting ou Alors, ça dépend complètement de la situation. C'est-à-dire que si c'est toi qui es porteur du projet et que tu cherches des associés, effectivement, tu peux tout à fait les faire bosser avant de les associer, ça ne pose pas de problème. Moi, ça m'est arrivé de se dire, on est 3 personnes, on a envie de monter une boîte ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Là, forcément, c'est un mélange un peu différent. Ouais. Mais c'est quand même mieux de s'associer avec des gens avec lesquels on a déjà travaillé avant. Parce dans le passé. Là, tu sais vraiment de quoi ils valent et comment ils travaillent. Sinon, c'est toujours un peu des plans sur la comète. Donc ça, c'est un élément qui est important. Être absolument aligné sur les objectifs de la boîte, c'est pas la même chose. La même vision. Voilà, la même vision sur le produit, sur le capital. Est-ce que, tu vois, moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas de projet d'en créer un empire familial, j'en ai rien à foutre. J'ai surtout envie de m'amuser et d'avoir un impact maintenant. C'est ma motivation principale, c'est vraiment d'avoir de l'impact, ce que je fais, un impact positif sur mes clients, apporter quelque chose. Donc, si tu es avec quelqu'un en face de toi qui est, lui, dans une logique patrimoniale, qui est là pour 20 ans, ça va être compliqué d'aller convaincre des investisseurs de rentrer dans la boîte si tu as besoin de lever des fonds. Donc, cet alignement, en fait, du projet, il est très important. L'alignement aussi dans le temps, parce que c'est une course de fond. Aujourd'hui, une start-up, ça se construit en 3, 4, 6, 7 ans. C'est rare d'avoir la boîte que tu revends au bout d'un an. Donc, il faut se dire que ça va être un travail de long terme. Donc, et la difficulté, malheureusement, souvent, c'est que les situations changent, surtout quand on est jeune. On rencontre une copine, elle habite dans un autre pays, on a envie de la rejoindre, on se sépare, on divorce, on fait des enfants. Donc, la difficulté de s'associer quand on est jeune, parfois, c'est que les situations des uns et des autres vont évoluer. Je rencontre une copine, on fait un gosse, il faut que je double mon salaire, je ne peux plus être en mode bootstrap, tu te rends bien compte, il faut que je paye... faut que l'appartement, machin, oui, mais on n'est pas encore rentable. Ouais, mais comment on fait? C'est toutes ces discussions qui viennent polluer le quotidien des entrepreneurs. Donc, la bonne association, c'est l'association qui te permet d'être 100% focus sur le business, en fait. Tout le reste, si ça te pollue, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Complètement. Hyper important ces sujets. Et justement, donc, revenons-en à la genèse du projet Allegria. Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA, et encore, tu l'évoques, on est au début de tout ça. Donc, c'était il y a 4 ans. À ce moment-là, ChatGPT n'existe même pas encore, il n'est pas public, il n'est pas sorti, on ne parle pas d'IA partout, ça ne fait pas autant de sens que tous ces éléments. Vous commencez, sauf erreur, sur la partie plus no-code également. Quelle était l'idée? Qu'est-ce qui vous pousse à créer ce projet? Est-ce que c'est une vision, une conviction, des croyances? Est-ce que c'est autre chose? La vision reste la même, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée de dire que les outils technologiques mis à notre disposition sont de plus en plus accessibles. À l'époque, quand on lance Allegria, effectivement, on se met sur le no-code parce que les outils qui permettent le plus haut niveau d'abstraction, c'est les outils no-code, donc on se lance là-dessus.
Et pourquoi je me lance là-dessus? Parce que ça fait déjà 3-4 ans moi, que j'utilise Airtable, qui est un outil fantastique que j'adore, que j'utilise encore aujourd'hui au quotidien. Aujourd'hui, chez Allegria, 100% de la boîte est gérée sur Airtable, Notion et Make, grosso modo. Et là, en fait, je suis appelé par un de mes amis investisseurs qui me demande de reprendre une boîte qui était en dépôt de bilan, qui s'appelle Cobuzz. Première fois de ma vie que je vis la reprise d'une boîte de l'intérieur, que je vais diriger pendant 2 ans. Et je vais mettre du Airtable partout, du sol au plafond, et je vais tout automatiser. Et dans une boîte qui a déjà une certaine taille, puisqu'à l'époque, on devait faire 30 ou 40 millions de chiffres d'affaires, 100 collaborateurs. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette boîte? C'est du streaming musical, une plateforme de streaming musical. Et là, je me rends compte du potentiel de ces outils. Pour l'ensemble des boîtes. Mais oui, surtout que j'avais dans cette boîte une équipe technique de 30 personnes, mais qui était à fond dédiée aux produits, parce qu'elles n'avaient rien le temps de faire d'autre. Ça ne marchait pas très bien, donc il fallait déjà débugger tout le truc. Et moi, pour tous mes autres besoins, pour le service client, pour automatiser mes entretiens annuels, pour gérer le business plan, j'avais personne pour me faire de la tech. Donc j'ai commencé à déployer Airtable et Make, Integromat, ça a changé de nom entre-temps à l'époque. Et là, je me suis fait un SIRH en 1 semaine, j'ai mis du Airtable partout dans la boîte et ça m'a rendu des services incroyables. Je n'aurais pas réussi le tour de force de redresser cette boîte en 2 ans sans ces outils. Et c'est là que ça a cristallisé dans ma tête. C'est-à-dire que ces outils que je voyais tous mes amis utiliser dans leur start-up parce que forcément tu es plus agile, donc tu vas faire du Notion, du Airtable, du Make assez facilement dans une start-up. Là, ce n'était plus vraiment une start-up et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait un potentiel incroyable. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ça cristallise à ce moment-là? Tout simplement parce que ces outils sont les enfants du cloud et des API. Sans le cloud et sans les API, il n'y aurait pas eu les outils no-code. Et puis les Transformers après, 2017, qui sont arrivés, qui ont permis l'émergence des modèles de langage et de ChatGPT en 2022. Donc nous, on démarre en 2020 en Covid. Là, je me dis, j'ai envie de faire autre chose. Je veux partager ce que j'ai appris et tous les usages que j'ai faits de ces outils. Je vois l'écosystème du no-code commencer à monter et on se lance avec mes 2 associés, Christelle et Thomas, sur effectivement, au départ, une mission forte qui est d'accompagner à l'autonomie en fait, des collaborateurs grâce aux outils no-code. Et puis 2 ans après, la chance, l'explosion de l'intelligence artificielle qui nous permet d'atteindre encore un niveau d'abstraction supérieur, de faire encore plus de choses, l'intégration de l'IA dans tous les outils no-code aujourd'hui et la complémentarité des 2 écosystèmes qui fait le succès aujourd'hui d'Allegria. Tu évoquais un truc super intéressant. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais tu l'as décrit presque comme ça. Des outils qu'utilisaient les startups. Et moi, je le vois au quotidien, on côtoie des TPE, des PME, des entreprises très traditionnelles, allant du poissonnier au boucher au paysagiste. Et effectivement, pendant longtemps, ces outils, ils les voyaient comme des outils startup, des outils cool, des outils de jeunes, des outils de boîte tech. Pour autant, tu l'as vu et tu l'as démontré avec cet exemple, ça peut tout changer dans une boîte traditionnelle. Et une de vos missions, c'est aussi de créer 1 million de citizen developers, donc j'imagine des citoyens développeurs. J'adore comment tu dis citizen developers. Redis-le-moi une fois. Citizen developers. Ah, c'est magnifique, j'adore. Il y a plein de gens qui le disent très très mal, là, c'est magnifique. Avec plaisir, merci, ça te fait plaisir. D'ici 2030. 2030, c'est demain. Exactement, ouais. 1 million, c'est beaucoup. Ouais. Vous en êtes où sur ces 1 million? 50 000, ouais. Donc 950 000 encore à aller chercher en 5 ans. Fort, ouais. Ça accélère fort. Comment vous allez faire? Alors déjà, peut-être, est-ce que tu veux expliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi, selon toi, des citizen developers et comment vous allez faire pour aller les chercher? En fait, je pense que tout le monde se rend bien compte que la technologie est partout. En fait, tu prends un département marketing, il y a 20 ans, il y avait Photoshop, aujourd'hui, il y a 10 outils. Dans un département marketing, il faut savoir faire des landing pages, il faut savoir faire de la data visualisation, il faut savoir mettre des tags. Donc, tu as 15-20 outils de MailChimp à l'outil de CRM, bref, il y en a partout. Tu prends un département RH, il y a 20 ans, il n'y avait même pas d'outils technologiques. Aujourd'hui, il y a des outils pour faire la paye, pour gérer les compétences. Bref, donc tout est en train de venir du digital. Pourquoi tout est en train de venir du digital? Parce que l'entreprise, c'est digitalisé à marche forcée. En 50 ans, les gens ne se rendent pas compte, mais moi j'ai commencé à bosser avec mes parents parce que ma mère avait acheté un ordinateur dans les années 80 pour faire les factures. Avant, tout se faisait à la main. Ouais. Et puis donc on a fait les factures. Et puis après, on a fait les outils, les CRM, les ERP. Et puis après, il y a eu les Teams et les Slack. Et puis maintenant, nous, toutes les conversations sont record chez Allegria avec des note takers en IA qui transcrivent tous les Teams qu'on fait, toutes les conversations qu'on a dans l'entreprise. On est passé de 0 à 90% de la data de l'entreprise qui est devenue digitale en 50 ans. Qu'est-ce qui reste qui n'est plus de la data dans les entreprises? La conversation à la machine à café.
Et même ça, peut-être demain, ça va devenir du digital avec les lunettes méta. On va peut-être même enregistrer les conversations à la machine à café. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette data? Il faut l'exploiter. C'est là où l'intelligence artificielle intervient, puisque sans data, il n'y a pas d'IA. Donc, quand on a compris effectivement cette évolution, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a tous besoin demain d'utiliser des nouveaux outils et des outils digitaux. On a tous besoin de monter en compétences. Et cette montée en compétences, en fait, elle ne peut pas se faire contre les gens. Elle doit se faire avec les gens, en les accompagnant, en leur donnant la possibilité, finalement, de comprendre que tout ça, c'est devenu accessible. Ces outils, ils ont été construits pour eux. Contrairement à tous les outils d'avant, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans que l'informatique existe. Les développeurs, eux, ils ont eu des évolutions d'outils. Ils ne codent plus en faisant des trous dans des cartes à trous. Ils ont des plateformes aujourd'hui pour développer. Ils développent même avec l'IA. Nous, les moldus qui n'avons jamais appris à coder, je ne sais pas si toi tu sais coder, mais moi, je n'ai jamais appris à coder. J'ai fait toute ma carrière dans le code, mais je n'ai jamais appris à coder. Il faut bien que nous aussi, aujourd'hui, on puisse être capable de faire un certain nombre de choses. Tu ne peux pas dire d'un côté, quasiment l'essentiel de la création de valeur dans les boîtes aujourd'hui passe par la tech, et avoir en face 0,3% de la population mondiale qui sait coder. La Startup Nation, c'est sympa, mais ça parle à personne, à part au Happy Few du microcosme parisien. Donc il faut casser ça. Il faut que la tech soit accessible à tout le monde. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que n'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui, n'importe qui travaille, qui a un outil informatique dans les mains, ce qui est la plupart d'entre nous, comprend qu'il va falloir monter en compétence sur ces outils. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire chez Allegria. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu me posais la question si je savais coder. Moi, je ne sais pas coder. Pourtant, mon premier associé, lui, sait coder. Du coup, je me suis intéressé un petit peu avec ChatGPT. Tu peux lui demander de te faire des bouts de code, tu peux lui demander de te coder des trucs. Et tu vois, tu comprends. Et puis surtout, ça te permet de voir à quel point les barrières à l'entrée, comme tu l'évoquais, ne sont plus les mêmes. Et alors, quand on parle de no-code, où c'est juste des interfaces drag and drop, où tu écris un prompt et on te sort ton site ou ton app, c'est assez extraordinaire. Donc, on a bien compris l'objectif. Comment on va aller chercher les 950 000 restants? Alors ça, c'est une bonne question. En faisant ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire du B2C et du B2B, de s'adresser aux particuliers qui ont besoin de se former et de monter en compétences, et puis d'aller accompagner les entreprises. Je pense que ça va se passer des deux côtés. D'ailleurs, tu prends n'importe quelle grande école aujourd'hui, elle a toujours des entreprises en clients et puis des étudiants aussi en clients. Je pense que ça va fonctionner à condition d'être inclusif. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi dans les valeurs chez Allegria. On a 40% de femmes, nous, alors qu'on forme à la tech, qu'on n'arrête pas de nous bassiner sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de femmes développeurs, il n'y a que 15% de femmes développeurs dans la population des développeurs. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il n'y a aussi que 15% de femmes qui créent des startups en France. C'est exactement le même chiffre, c'est peut-être pas un hasard, tu vois. Donc, il faut que ce soit inclusif. Et quand on parle d'inclusivité, bien évidemment, on pense aux femmes, mais il n'y a pas que les femmes dans le sujet d'inclusivité. Il y a les gens éloignés de la tech, il y a les seniors, il y a les gens qui n'ont pas fait d'études, les gens en reconversion, académique, professionnelle. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'il va falloir aller chercher pour les faire monter en compétences. Et en fait, c'est une formidable opportunité d'expliquer que la technologie, elle est faite pour tous. À partir du moment, encore une fois, tu fais tomber cette barrière, et moi, ça fait un moment, j'ai fait déjà un article, je m'étais fait défoncer par les développeurs d'ailleurs il y a 2 ans en expliquant arrêtez d'apprendre à vos enfants de coder. Ça ne sert à rien. D'abord, il n'y a quand même pas beaucoup de gamins qui se réveillent le matin en se disant je rêve de devenir développeur. Et ceux pour lesquels c'est le cas, c'est génial et ils ont un avenir et c'est super et il faut qu'ils continuent. Mais c'est quand même très faible. Généralement, quand tu es gamin, tu as plutôt envie de devenir, je ne sais pas moi, pilote d'avion, pompier ou je ne sais pas quoi, ou docteur ou infirmier, tu vois. Donc, cette réalité-là fait qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de forcer des gamins à apprendre à coder. Et pour moi, ça finit comme les choux de Bruxelles à la cantine. On a tellement filé qui n'étaient pas bons qu'à la fin, tu es convaincu que le chou de Bruxelles, c'est mauvais en fait. Alors, tu peux avoir des très bons choux de Bruxelles faits par un chef étoilé. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, il faut sortir de ce paradigme-là. En revanche, ce qui est important qu'ils comprennent et ce qu'il faut apprendre aux enfants aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi un logiciel, c'est quoi un algorithme, c'est quoi la logique qui est derrière. Demain, les gens qui vont apprendre à conduire avec la voiture autonome, ils s'en foutent de savoir ce qu'il y a sous le capot. C'est la voiture qui va conduire pour eux. Par contre, ils auront quand même toujours besoin de comprendre c'est quoi une route, comment ça fonctionne, le code de la route. Et c'est ça qu'il faut leur apprendre. Et il y a 2 compétences fondamentales auxquelles l'école nous a ratés sur plein de choses. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a plein de choses qu'on nous a appris, mais qu'on ne nous a pas appris. Mais il y a 2 choses en particulier qu'on ne nous a pas appris. C'est la data et le product. On n'a aucun de nous
on a eu de cours de data, donc on ne sait pas ce que c'est que la donnée. Donc on continue à faire des bases de données dans Excel, alors que c'est le pire outil pour gérer des bases de données. Donc ça, il faut arrêter Excel, passer sur des vrais outils de base de données et comprendre l'intérêt et l'avantage d'utiliser une base de données au quotidien pour faire tout ce qu'on a à faire. Et le deuxième, c'est la culture du produit. Pourquoi le product, c'est important? Parce qu'il faut comprendre de quoi est fait un logiciel, de quoi est fait une interface, comment fonctionne une base de données, c'est quoi des workflows métiers, comment tout ça s'intègre, les API. Et ça, ce n'est pas du code. Tout ça, c'est accessible sans code aujourd'hui. Quelqu'un qui sait maîtriser l'IA, les automatisations et le no-code, il est capable aujourd'hui de faire 70 à 80% de ce que sait faire un développeur pour ses besoins quotidiens. Je ne suis pas en train de dire que ce gars-là, il va aller développer le cœur système de la Société Générale, bien évidemment. Je parle de nos besoins quotidiens, à nous tous, dans les boîtes dans lesquelles on travaille. Donc, être capable de faire une application mobile, être capable de faire un site web, être capable de faire des workflows automatisés, tout ça, demain, on doit tous être capables de le faire. Il y a une statistique incroyable qui est sortie en 2024. Amazon a interrogé les entreprises françaises. Là, on est en France, on n'est pas aux US. 67% des entreprises françaises sont convaincues que dans les 5 prochaines années, les compétences technologiques seront plus importantes que les compétences académiques. T'imagines? Alors, tu as deux manières de voir cette stat. Et soit tu te dis, c'est désespérant la manière dont on forme dans nos écoles et les chefs d'entreprise pensent que toutes nos écoles sont nulles. Alors, je n'irai pas jusque-là, même si ça m'est arrivé de recruter des bac plus 5 qui ne savaient pas faire une règle de 3. C'est la réalité aussi, malheureusement, des boîtes à diplômes qu'on a construites. La vraie réalité, c'est que pour travailler de manière efficacement demain dans une boîte, tu ne peux pas te contenter de savoir faire du Word, Excel, PowerPoint. C'est fini. Il va falloir passer sur une autre stack technique. Et dans cette stack technique, tu as obligatoirement un outil de data, un outil de gestion du savoir, de knowledge management, un outil d'automatisation et une IA. C'est ça la stack technique de demain pour être efficace dans les entreprises. Et c'est accessible à tout le monde. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne faut pas s'inquiéter avec quelques heures de formation en s'y mettant vraiment. On peut tous y arriver. Si tu sais faire du Word, Excel, PowerPoint, tu sauras faire de l'IA demain. Complètement. Merci déjà pour tous ces éléments. J'ai une autre question qui me concerne également en plus et je me permets de te la poser parce que je te sais concerné aussi par le point. On a un ami commun avec qui tu travailles, avec lequel tu fais des webinaires, tu fais aussi des grands événements en ligne, etc. Je sais que vous avez pu accueillir des milliers de personnes dans ces événements. C'est ce qui permet aussi de faire rayonner Allegria en partie au travers de tout ce que vous faites pour éduquer ce marché et puis acquérir de nouveaux clients. Et pour autant, beaucoup d'entreprises, notamment en France, dans la Startup Nation ou dans certaines sphères entrepreneuriales que tu côtoies, que tu as côtoyées, etc., ont une vision assez, on va dire, négative des conférences en ligne, de la publicité en ligne, sur Meta, sur Facebook. Pour autant, nous, c'est ce qu'on enseigne aussi au quotidien, en partie aux entrepreneurs qu'on accompagne avec entrepreneurs.com, et on voit à quel point ça peut tout changer parce que c'est finalement une machine à sous programmée, automatisée, où tu vas mettre un certain montant en publicité, acquérir des clients, et c'est mécanique et tu vas pouvoir l'optimiser. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, peu importe de la vision que ça pourrait potentiellement, hypothétiquement donner à mon entreprise ou autre, de faire de la publicité, d'envoyer, de passer pour un marketeur, parce que c'est l'image que ça donne finalement, ou en tout cas l'étiquette qu'on nous colle. Et pour autant, tu t'es dit, la vision, l'ambition, le projet est si fort, le potentiel est si fort, les gens ont tellement besoin du message qu'on est en train de véhiculer, peu importe l'image que ça me donnera, je le fais. Et je me permets de te poser cette question parce qu'elle est importante. Beaucoup d'entrepreneurs ont conscience que certaines stratégies pourraient tout changer dans leur capacité à avoir du business, mais n'osent pas le faire à cause du regard des autres, à cause de ci ou de ça. Alors, super question. Rappelle-moi juste d'expliquer pourquoi ce n'est pas juste automatique. C'est le seul truc sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais revenir sur ce point-là après. C'est tout le temps la même histoire. Alors là, je veux dire, l'exemple du business, on en est plein. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est les marques de luxe. Il y a 30 ans, être sur les Champs-Élysées, c'était la pire des choses à être parce que c'était se rabaisser au niveau des gens de la population. Et aujourd'hui, ils se battent tous, depuis que Vuitton est allé sur les champs, ils se battent tous pour être sur les Champs-Élysées. Donc, soit tu es leader et tu fais les choses avant les autres, soit tu es suiveur. Nous, on a décidé de faire les choses avant les autres et puis de montrer le chemin. Pourquoi j'ai pris cette décision quand effectivement on a décidé il y a 2 ans de se lancer dans les webinaires? Pour répondre à la question que tu m'as posée juste avant, moi, si je veux avoir de l'impact, ce n'est pas 10, 20, 30 personnes que je dois accompagner, c'est 100 000, 200 000, 1 million.
Tu ne peux pas te dire que tu vas aller changer la vie d'1 million de personnes et y aller à la petite ficelle. Ce n'est pas possible. Tu es obligé d'utiliser d'autres outils. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils sont où? Ils ne sont plus sur la télé, ils sont sur les réseaux, ils sont sur les plateformes. Et que ça fonctionne très bien. Et que ce n'est pas parce que, effectivement, dans le monde de l'infopreneur, tu as un certain nombre de gens qui font n'importe quoi depuis Dubaï, que ça veut dire que tu es obligé de faire la même chose. Et moi, aujourd'hui, j'ai une chance, c'est que j'ai 50 ans. Donc, ce que pensent les gens de moi, ça fait longtemps que je m'en fous et que je suis capable de passer au-dessus de ça et de dire « Ok, très bien, c'est ça, c'est là, mes clients, ils sont là aujourd'hui, je vais aller te parler là où ils sont. Si tu es sur TikTok, je vais aller te parler sur TikTok. Si tu es sur Insta, je vais te parler sur Insta. » Et ensuite, la manière qu'on a de le faire, effectivement, alors il faut, pour que ça fonctionne, pour répondre à la deuxième question, sur le côté un peu automatique du sujet, il y en a aussi un certain nombre qui font n'importe quoi et qui vendent n'importe quoi ou qui n'ont rien à vendre. Donc, il y a des margoulins dans tout ça. J'adore d'ailleurs ce que fait le juge Zaki, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, où il fait toujours, il nous montre toujours des vidéos incroyables. C'est le mec sur Instagram qui a un gros marteau. Avec son marteau, voilà, exactement. Il en a une très bonne du gars qui dit « Avant j'étais militaire, maintenant je roule en Ferrari », sauf qu'il n'a même pas masqué la plaque d'immatriculation, c'était une bagnole de loc, donc c'est très très drôle. Donc il faut arrêter avec ça. Moi, je n'ai pas besoin d'aller parler aux gens en me foutant dans un jet privé ou en montrant ma Ferrari. Ce n'est pas du tout ça qu'on fait nous. Utiliser ces outils aujourd'hui, ça veut dire d'abord être conscient de proposer quelque chose de qualité, parce que sinon tu ne dures pas. Bien sûr. C'est clair. La fameuse social proof, c'est-à-dire les gens qui vont dire j'ai fait la formation, j'ai eu des résultats, tu l'obtiens qu'en faisant de la qualité. Et donc, il faut avoir une vision de long terme. Si tu es capable d'apporter quelque chose de vraiment transformatif pour les gens, ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, j'ai aussi une théorie là-dessus que je trouve explique assez bien le monde de l'éducation. Nous, quand on a décidé de se lancer avec l'académie, on a démarré de manière assez traditionnelle. Effectivement, la première année, on a accompagné 200 personnes. Aujourd'hui, on est à 6000. Donc, on voit bien l'échelle qui n'a strictement rien à voir en fonction des outils que tu vas utiliser. Mais quand tu discutes avec les gens aujourd'hui du monde de l'éducation, et j'ai vécu exactement la même chose à l'époque avec Sarenza. Quand tu interroges les soi-disant sachants, les experts qui sont là depuis 20 ans, qui ont tout vu dans le monde de l'éducation, en France, ils te disent tous, de toute façon, le monde de l'éducation, c'est un monde subventionné. Si tu n'es pas capable d'avoir une offre gratuite, les gens n'achètent pas et ne payent pas pour se former en France. Mais quelle bêtise, pour rester poli, que ça. Nous, 80% de nos clients payent leur formation avec leur propre argent. Un peu de CPF, on a un peu de financement également pour les entreprises, mais 80% payent leur formation. Pourquoi ils payent leur formation? Mais parce qu'ils sont tellement convaincus du retour sur investissement qu'ils vont avoir. C'est quoi le problème de payer une formation 1 000 € si 3 semaines après, 4 semaines après, ça t'a fait gagner 4 000, 5 000, 10 000, 100 000? Il n'y a aucun problème avec ça. Là où tu vas effectivement peut-être aller chercher ton CPF, c'est quand tu vas avoir envie de faire ton permis moto, parce que ça ne va pas changer ta vie, tu le fais pour le loisir, et effectivement, tu es content que ton CPF va le payer. Mais encore une fois, les écoles aujourd'hui, faut se mettre dans la tête de ce que proposent les écoles. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as utilisé, que tu as appris à l'école dans l'entreprise après, quoi? C'est quoi? C'est 10%, 15%? À quoi ça sert de faire 4 ans d'études si c'est pour utiliser que 10% de ce que tu as appris pour ce que tu en as besoin? Donc je pense que l'IA, et ce qu'on est en train de faire, va exploser le marché de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est sclérosé, où il n'y a plus d'innovation en fait. La dernière innovation qu'on a eue, c'est un peu les bootcamps avec le wagon, mais ça date déjà d'il y a 10 ans. Et nous, on est absolument convaincus que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que feront toutes les écoles demain. On essaie juste de le faire un peu en avance de phase. Claire. Également, tu évoquais le fait que vous avez des clients B2C, mais aussi des clients B2B. Ouais. L'approche pour faire de l'acquisition en B2C ou en B2B est quand même relativement différente. Dans votre cas, est-ce que vous avez réussi à craquer le code et avoir la même approche ou sensiblement la même approche? Ou est-ce qu'il y a justement deux canaux d'acquisition? C'est déjà tout d'Allegria, c'est incroyable. Non, c'est le problème, c'est le sujet du moment. Okay. C'est le sujet du moment. En fait, on a mis quand même 2 ans à construire la machine avec l'aide de Jean, que tu connais aussi, donc tu évoquais tout à l'heure, qui nous a énormément aidé là-dessus. Mais ça marche aussi, pour revenir sur le côté automatique, après je réponds à ta question. Oui, il y a une phase effectivement d'automatisation qui est considérable, puisque c'est que des outils de notre code qui tournent derrière. Ouais. Là, sur la dernière opération qu'on a fait, on a eu plus de 25 000 inscrits, 12 000 personnes en live avec moi. On n'avait jamais fait un truc pareil, mais il y a 3 millions d'emails qui sont partis. C'est une vraie machine de guerre et ça s'est construit en 2 ans quand même. Mais pour que ça marche, il faut aussi que tu aies un peu quelqu'un qui incarne le truc. Tu ne peux pas complètement lancer ça
sans ayant une histoire à raconter, sans ayant une vraie formation derrière. Nous, ça marche parce que les gens ils savent qu'on est en France, qu'on paye nos impôts en France, qu'on est Calliope, grande école du numérique, certifié BPI, que derrière il y a de la qualité. Sinon, ça ne marcherait pas comme ça marche aujourd'hui. Donc, il y a une partie méthode marketing, une partie mécanique automation, une partie incarnation, et puis la qualité du produit. Il faut les 4. Si tu n'as pas les 4, tu vas faire un peu de trucs, mais au bout d'un moment, ça va vite s'effondrer en fait, sur cette partie-là. Pour revenir à ta question du B2B, ma conviction, c'est qu'on vit à peu près la même chose dans les sociétés de prestations de services que dans le monde de l'éducation. C'est-à-dire qu'elles vendent comme il y a 20 ans. Et je suis absolument convaincu qu'on va trouver comment craquer le truc sur le B2B. Et c'est le next step pour Allegria, c'est justement de dupliquer ce qu'on a maintenant maîtrisé et ce qu'on a développé sur le B2C pour le faire sur le B2B. Donc, je te donne rendez-vous dans un an pour dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Quelques pistes de réflexion déjà? Non, ça sera du webinar, hein, ça c'est sûr. Ça sera un peu la même mécanique, mais avec une offre différente, avec une cible différente, avec des messages différents. Mais si on veut vraiment aller chercher, nous, Alors, ce qui est difficile un peu chez Allegria pour les clients, c'est qu'effectivement, on a du corporate, on travaille avec l'ADEME par exemple, on a des grandes entreprises, et puis les gars, ils sont sur YouTube le week-end et puis ils me voient vendre des formations B2C. Mais si tu veux, je ferai un peu le parallèle. Moi, je me souviens dans les années 80, les premiers chanteurs qui se sont mis à faire du cinéma, alors ils disaient « Ah alors, tu es un chanteur ou tu fais du cinéma ?» Puis aujourd'hui, tout le monde fait 10 métiers en même temps. Donc je pense que j'ai eu 2-3 remarques de certains clients qui disent « Mais alors, Allegria, mais vous allez vraiment continuer à être avec les entreprises ou alors vous faites que du B2C ?» Et je leur expliquais, mais aujourd'hui, l'un n'empêche pas l'autre. L'ESSEC a des programmes pour les entreprises et puis ils forment des étudiants. Et il est où le problème? Pourquoi moi, je ne devrais pas avoir le droit de le faire? Et donc, tout ça va, à mon avis, se régler très rapidement. Ça me fait plaisir que tu mettes en lumière le fait que les webinaires peuvent aussi fonctionner en B2B. Nous, on l'a fait, on le transmet et c'est vrai. Tu disais que j'ai fait quelques recherches sur Allegria. Alors, oui, effectivement, on a préparé cet épisode comme tous les autres. Très bien préparé. Merci. Tu parles aussi d'une IPO en 2027. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est le début d'un nouveau chapitre, la fin d'un précédent? Est-ce qu'il y a un objectif derrière? Non, alors je pense que nous, on a fait 3 super premières années. L'année dernière, 2024, ça a été vraiment une année de transition chez nous pour vraiment basculer d'un mode prestation de service au mode formation. Aujourd'hui, c'est 70% de chiffre d'affaires formation, 30% de prestation de service. C'était l'inverse il y a encore 2 ans. Donc là, on a fait cette mutation. Et là, maintenant, on repart sur un plan de 3 ans avec effectivement cette ambition d'aller former quelques centaines de milliers, voire 1 million de personnes dans les 5 prochaines années. L'IPO, c'est un sujet qui est important pour moi à 2 titres. D'abord parce que c'est un des sujets que tu as envie quelque part de cocher dans la case dans l'entrepreneur un jour dans ta vie. J'ai la chance d'avoir un de nos business angels qui l'a fait 2 fois. Ça a été une aventure incroyable. Et tu vois, dans ma vie, j'ai fait des trucs, j'ai raté plein de trucs, mais tu es content et tu es fier à 50 ans de te dire que tu as fait Sarenza, une boîte que 70% des Français connaissent aujourd'hui, et ça c'est cool. Donc ça flatte toujours un peu ton ego de te dire il restera quand même un peu quelque chose. Et c'est sûr que l'idée de l'IPO, ça fait partie un peu du Graal de l'entrepreneur de dire ça je l'ai fait, j'ai coché la case. L'erreur, c'est de penser que tu vas faire ça que pour cocher la case. Et parce que c'est un investissement incroyable, c'est très difficile, et surtout, tu ne maîtrises pas le timing, parce que le timing, il est plus dépendant en réalité du marché que de ta propre boîte. Donc, nous, c'est clair que si on a l'opportunité de le faire et que ça fait du sens pour la boîte et que le marché accueillerait notre boîte à ce moment-là, on le ferait. Et on a eu la chance d'être accompagné par Euronext pendant 1 an avec cet objectif-là, avec un programme TechShare qui est fait pour ça. Ils sélectionnent en Europe 100 boîtes qui ont le potentiel un jour de faire une IPO. On a eu la chance d'être choisi et de faire ce programme pendant 1 an. Donc oui, on a cette idée quelque part dans la tête, mais si dans 3 ans, on a une offre de rachat qu'on ne peut pas refuser, peut-être que l'IPO, ça sera pour une autre fois. Donc voilà, pas d'obligation, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais je pense que cette boîte, avec les perspectives de croissance qu'on a aujourd'hui et de rentabilité, a un vrai potentiel d'IPO, c'est sûr. Ce qui est hyper intéressant, là, ce que tu évoques avec cette potentielle offre de rachat que tu ne pourrais pas refuser, c'est que j'en reviens au début de notre discussion où tu disais « Avant, je voyais la boîte comme mon bébé. Là, j'ai coupé la chose et j'ai bien compris que ça faisait juste partie d'un processus et qu'il pouvait y en avoir plusieurs, etc. » Et je pense que ça, c'est un vrai point qu'on doit transmettre aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est qu'on ne doit pas avoir un engagement émotionnel trop fort avec sa boîte, sans quoi on peut être biaisé, on peut faire des erreurs, prendre les mauvaises décisions, ne plus avoir
le même raisonnement. Un tout autre sujet, finalement, c'est au travers de tous ces éléments, de tout ce parcours, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui venait malheureusement à tout perdre avec le recul? Donc, je change complètement de registre, hein, mais quelqu'un qui malheureusement va vient venir tout me perdre. voir, hein, parce que moi ça m'est arrivé 3 fois, donc c'est bon, je connais le sujet. Donc, il écrit sur LinkedIn. Ouais, exactement. Et puis j'accompagne une association d'ailleurs, Ok. les rebondisseurs, dont je suis parrain, qui accompagne chaque année des entrepreneurs qui ont tout perdu pour leur expliquer, t'inquiète, il y a un avenir, tu peux repartir. Moi, j'ai été très marqué par des rencontres que j'ai faites dans cette association. Je parlais tout à l'heure de cette jeune femme qui a passé quasiment 2 mois dans sa voiture avec sa fille parce qu'elle n'avait pas de famille, personne ne pouvait l'aider et elle n'avait plus de logement, hein, saisie, et donc elle s'est retrouvée dans sa voiture pendant 2 mois. Donc, on est tous différents et surtout, il ne faut pas essayer forcément de faire comme le voisin en se disant c'est bon, Francis il est reparti le mois après avec déjà un projet, donc je vais faire pareil. Non, on est tous différents. Il faut accepter que certains nombre d'entre nous, on a besoin de plus de temps. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'en parler et d'avoir quelqu'un à qui en parler. Donc ces associations-là, les rebondisseurs, 100 000 rebonds, ils sont 2 principalement aujourd'hui, de très belles associations, accompagnent dans ces moments-là. Parce que en fait, c'est des sujets tellement difficiles que ce n'est pas un truc avec lequel tu peux parler facilement avec tes amis qui ne l'ont pas vécu ou avec ta famille. En parler avec un entrepreneur qui a vécu ça avant, c'est beaucoup mieux en fait parce qu'il est vraiment passé par là et il a cette expérience-là. Et puis ensuite, il faut accepter. Moi, j'ai toujours dit, hein, si demain je dois aller vendre des pizzas ou il n'y a pas de sous-métier, si c'est ça qu'il faut que je fasse parce que j'ai tout perdu, là, moi, j'ai tout réinvesti dans l'Alegria, encore une fois, j'ai refait all-in. Pour le moment, ça se passe bien. Peut-être que le soufflet de l'IA va se retomber, peut-être qu'en fait c'était juste une illusion, ce que je ne crois pas, mais on n'est jamais à l'abri, et puis que je serai obligé encore une fois de repartir de zéro. J'allais dire que ça fait partie du deal, tu ne peux pas te dire que tu te lances avec de l'ambition dans l'entrepreneuriat en acceptant de repartir de zéro, et c'est ce qui freine d'ailleurs beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, parce que quand tu as une famille et que tu dois nourrir tout le monde, que tu sois l'homme ou la femme d'ailleurs, tu ne peux pas prendre le risque forcément de tout perdre. Tu as une responsabilité que moi, je n'ai jamais eue. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait autant de boîtes, j'en ai réussi autant et raté autant, c'est aussi parce que moi, je suis libre comme l'air en fait. Et donc, forcément, je ne vais pas réagir comme quelqu'un qui doit subvenir aux besoins d'une famille qui a des enfants. Complètement. Je rebondis sur un élément que tu m'as partagé tout à l'heure. Tu disais en 2024, ça a été une année de challenge, une année difficile. C'est aussi l'année où vous faites la transition entre prestation de services et formation. J'ai ma petite idée sur la réponse que tu vas nous partager, mais quel a été l'élément décisif qui a fait ce choix stratégique? Parce que c'est quand même un choix majeur. Il y a beaucoup de choses qui changent quand tu passes de prestation, donc finalement done for you, à formation, do it yourself. Les gens apprennent et ils appliquent. Qu'est-ce qui a orienté ce choix stratégique? Alors, plusieurs choses. D'abord, le fait d'avoir trouvé notre Graal commercial sur la partie formation B2C, ce qu'on n'a jamais réussi à faire sur la partie prestation de services B2B. On n'a pas craqué ce sujet. Donc, il y a un moment, il y a un truc qui décolle, qui explose. Tu sais, quand tu lances ta startup, tu testes plein de choses. Donc, nous, on a testé beaucoup de choses pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'on trouve ces webinars et que ça fonctionne sur la partie B2C. Et en plus, avec un business qui est plus intéressant en termes de marge. Donc, il y a un moment, tu es obligé de faire un focus sur ce qui fonctionne. L'autre raison aussi, c'est que le métier de la prestation de service, c'est un métier qui valorise peu les entreprises. C'est un métier difficile, à faible marge, et qui en plus n'est pas réplicable. Donc, il faut sans arrêt aller rechercher des nouveaux clients. Donc, pareil, il y a un moment, tu te dis, est-ce que je continue? Et la décision qu'on a prise, c'est non seulement de se dire, OK, on va mettre le focus à fond sur la partie éducation et on va devenir une boîte de formation, mais on veut absolument garder la partie prestation de service, même si c'est difficile, même si ça nous défocus un petit peu, parce qu'on veut rester des makers, on veut rester des doueurs, on veut garder cette culture de gens qui font. Et aujourd'hui, quand on va, en particulier dans les entreprises formées à l'IA, entre un consultant qui arrive, qui n'a jamais touché aux outils et qui va te commenter des slides, parce que c'est grosso modo ça qu'ils font, et un gars qui arrive et qui fait lui-même, qui maîtrise les outils, dès qu'il a une question sur un cas d'usage, il est capable tout de suite de l'expliquer, voire même de le montrer immédiatement. Ça fait complètement la différence aussi sur notre partie formation. Donc on veut garder cet ADN, ce qui est la culture d'Allegria, la culture du maker, c'est sur ça qu'on s'est construit, et rajouter la brique formation. Et donc on veut vraiment absolument la garder. Donc on n'a plus
Aujourd'hui, le nouveau directeur d'Allegria Solutions, qui s'occupe de la partie formation en entreprise et delivery, il n'a plus de pression d'objectif de faire x2, x3 sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est tracté par la partie formation. Mais en revanche, il a un objectif de qualité, il a un objectif de montée en compétences. Et nous, on utilise des cas d'usage qu'on met concrètement en place dans des entreprises, en prestation de services, tous les jours pour alimenter l'académie. Parce que, tu vois, l'exemple que je prends souvent, c'est... moi, j'ai fait la fac et une école de commerce, j'ai eu la chance de voir les deux mondes. Bon, on se souvient tous du prof qui était encore opérationnel dans sa boîte l'année d'avant. C'était les meilleurs parce qu'ils étaient vraiment sur la réalité du terrain, quoi. Par rapport aux profs qui étaient profs depuis 20 ans, qui faisaient le même cours depuis 20 ans, qui étaient fatigants. Nous, on ne veut pas tomber dans les gens qui t'expliquent comment il faut faire, mais qui ne font pas pour eux-mêmes. Avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui, comment tu définis la réussite ? Alors ça, c'est une bonne question. Alors certainement pas financièrement déjà, ça c'est sûr, parce que je pense que ça a beaucoup changé. Pour moi, la réussite, c'est vraiment d'avoir de l'impact. En fait, d'ailleurs, mes motivations ont énormément changé en 20 ans. On parlait tout à l'heure de pourquoi je suis devenu entrepreneur. Moi, je suis devenu entrepreneur parce que voilà, je voulais une ascension sociale, je voulais rencontrer des gens. J'avais compris que pour réussir dans la vie, la meilleure manière pour moi, c'était d'être entrepreneur. Aujourd'hui, ce qui me motive tous les matins, c'est de retrouver mes équipes et d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Tous les mois, quand on démarre la Monthly Business Review chez Allegria, on démarre par une histoire de quelqu'un à qui on a changé la vie. C'est ça qui me motive vraiment. Et même si, forcément, quand tu as des moments difficiles, tu vas remettre peut-être plus la priorité sur tes marges, ta rentabilité, parce que il faut sauver la boîte. Mais à la fin, ce qui fait que tu existes, c'est des clients satisfaits. Enfin, il ne faut jamais oublier ça, quoi. Il y a trop d'entrepreneurs encore qui ne réfléchissent qu'à faire leur premier million. Mais commence par faire gagner de l'argent à tes clients. Et après, tu feras toi des millions aussi potentiellement. Et est-ce que faire des millions, c'est un objectif dans la vie, tu vois Je pense qu'on est sorti un peu de tout ça. Moi, je le dis d'ailleurs dans les webinaires qu'on fait. Moi, mon objectif, c'est pas Sam Altman qui nous raconte le solopreneur qui va faire le premier milliard. C'est super, c'est une très belle déclaration, je la reprends dans mes webinaires, mais j'ai dit, mais moi, si je vous permets de gagner tous 10 000 euros par mois, est-ce que vous êtes heureux ? Mais tout le monde est heureux avec 10 000 euros par mois aujourd'hui, ou 95% des gens sont heureux avec 10 000 euros par mois. Donc, il faut sortir un peu aussi de cette espèce d'écosystème de type qui se balade en jet tous les jours, qui partent à Dubaï. Moi, j'ai fait le choix de rester en France déjà. J'ai fait toutes mes boîtes ici, je ne suis pas parti. Je suis très fier de rester ici. Peut-être qu'un jour, on me forcera à partir. Effectivement, on verra ce que les prochaines élections donneront. Pour le moment, on a quand même une chance incroyable d'être dans ce pays. Il faut arrêter de se flageller. On a des talents incroyables. On a une éducation qui est quand même pas mal. On a la possibilité d'être au chômage pour lancer sa boîte. Il n'y a pas un pays qui te finance 1 an pour lancer ta boîte comme on l'a ici en France. Alors c'est sûr, tout n'est pas parfait, mais arrêtons avec ce côté tout le temps défaitiste. Acceptons qu'on n'est plus en Ligue 1. Oui, on ne peut pas rivaliser avec les Chinois et les Américains. Il y a 1 milliard de citoyens d'un côté, 450 millions de l'autre. Donc ça, c'est clair. Acceptons là où on est, mais soyons le leader de la Ligue 2, quoi. Et ça, c'est vraiment possible et c'est déjà un super objectif. Tu parles justement du fait qu'en France, vous avez des talents. C'est le cas, il y a énormément de talents. Et pour autant, dans le monde de l'IA en particulier, il y a une grande guerre entre la France, les États-Unis, l'Asie, le reste du monde aussi. Comment tu vois ça, toi, Daniel, à l'extérieur ? Tu parles notamment, est-ce que la France va te forcer ou pas à quitter Donc là, à ces niveaux-là, le politique aussi rentre en ligne de compte dans l'influence qu'il peut ou pas avoir positivement ou négativement sur le sujet. Comment tu vois ça, sachant que progressivement, et même aujourd'hui déjà, vous faites partie de ces acteurs de l'IA en France qui ont aussi une influence, ne serait-ce que sur le message que vous véhiculez ? Il y a clairement un avant et un après IA Action Summit qui s'est tenu là en janvier à Paris. Je pense que si on raisonne au niveau européen, l'Europe est sur la 3e marche du podium, d'un point de vue global, sur le sujet de l'intelligence artificielle. Les États-Unis sont devant, les Chinois sont juste derrière, et on est 3e, donc on n'est pas si loin que ça. Personne ne parle des IA brésiliennes, des IA indiennes ou des IA de la Russie. Donc on est là, on est présent, on est là. Ensuite, si tu réfléchis, chaîne de valeur. Oui, on est complètement en dehors du sujet sur les puces, et ça, c'est un vrai problème. Mais c'est peut-être pas complètement perdu, parce que pour le coup, les prochaines générations de puces qui vont arriver, les puces photoniques, on est très bon, on a des super ingénieurs sur le sujet, en tout cas
sur ce sujet-là en France. Et il va y avoir des grosses ruptures technologiques qui vont arriver, la puce photonique, la puce quantique, qui vont quand même rebattre un peu les cartes. La réalité, c'est que les Américains sont en train de rapatrier toutes les usines de Taïwan, parce que de toute façon, ils ont compris qu'ils allaient lâcher Taïwan à un moment ou à un autre, donc ils ne peuvent pas être dépendants de Taïwan. Nous, on reste très dépendants de Taïwan. Et le jour où les Chinois vont reprendre Taïwan, on va se retrouver dépendants des Chinois sur le sujet des puces. Donc ça, c'est un problème. Et là-dessus, les investissements sont tellement énormes que c'est compliqué en Europe de pouvoir rattraper notre retard là-dessus. Mais sur le reste de la chaîne de valeur, les modèles de langage, les data centers, on a une force qui a été rappelée très forte en France avec l'énergie nucléaire pour faire des data centers décarbonés. C'est le seul pays au monde où on a des excédents d'électricité pour le faire. C'est quand même une super nouvelle pour la planète. Comme je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas opposer les enjeux de la planète avec les enjeux technologiques, c'est ça aussi, c'est montrer les avantages qu'on a en France pour faire ça. Et donc on a quand même on a des modèles de langage avec Mistral, qui est une super boîte, qui est française, même si ces jeux de données d'entraînement, c'est comme tout le monde, c'est ce qu'il y a sur Internet, donc c'est 60% de données anglo-saxonnes, donc c'est forcément un peu biaisé, mais c'est une boîte française, il faut tout faire pour qu'elle reste ici, il faut qu'on ait nos modèles de langage à nous. Et dans les startups, aujourd'hui, on lève autant en France qu'en Angleterre sur les startups en IA, ce qui ne s'est jamais vu, on lève plus qu'en Allemagne, donc on est là sur les usages demain, sur les startups, sur les agents. Crispy, dont je parlais tout à l'heure, c'est une boîte française aussi. Donc voilà, il y a vraiment de quoi se réjouir, de quoi être dans l'action et dans le game. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour être encore un cran au-dessus ? On le sait tous, c'est les fonds de pension. Donc ça, tant qu'on n'arrêtera pas de tourner autour du pot sur l'argent de la retraite et les fonds de pension, et qu'on ne fera pas d'une pierre deux coups, c'est-à-dire résoudre le problème des retraites où on sait que de toute façon le modèle ne peut pas tenir tel qu'il est aujourd'hui, et accepter une retraite par capitalisation, on a un plafond de verre. Aujourd'hui, quand les Japonais, les Américains sont capables de mettre 500 milliards sur la table, c'est grâce aux fonds de pension. Tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura aucune chance de rattraper le retard. Donc il faut casser ce tabou. Je pense qu'il faut que les Français comprennent que c'est une chance pour eux d'avoir demain des retraites par capitalisation. Et il faut réouvrir ce dossier. Alors visiblement, c'est le cas. Là, ils ont envie de le réouvrir. Est-ce que les gens qu'on a au gouvernement aujourd'hui auront le courage d'aller jusque-là ? J'ai peur que non. Et on va encore perdre du temps. Tu parles notamment de l'environnement au travers de l'IA. Beaucoup de gens crient au scandale par rapport à l'IA et tous les usages. Toi qui es au quotidien, est-ce que s'il y a un sujet que tu voulais évoquer à ce sujet pour établir une sorte de vérité, qu'est-ce qu'il y aurait à dire concrètement, toi qui as de la data, qui as des éléments, qui as des faits ? Non, mais ceux qui crient au scandale ont raison, je suis avec eux. C'est un vrai scandale. Et on va vers un scandale encore pire avec Stargate, avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc il faut être très clair là-dessus. Aujourd'hui, non seulement ça consomme beaucoup d'électricité, beaucoup de bandes passantes, mais beaucoup d'eau. On oublie, une ou deux requêtes sur ChatGPT, c'est 1 litre d'eau. Donc c'est aussi un énorme enjeu autour de ça. Donc moi je pense qu'il y a 2 réponses par rapport à ce sujet. 3 réponses. La première, on est très mal éduqués, on est en train de refaire la même bêtise que ce qu'on a fait avec les emails, avec le cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait combien ça coûte de faire une requête en eau et en électricité sur ChatGPT. Pire, on nous a vendu un modèle au forfait à $20 par mois, donc on ne sait même pas un token combien ça coûte. Donc la première chose à faire déjà, si vous avez vraiment envie de faire une bonne action, arrêtez d'être dans ChatGPT, passez dans l'API sur plateforme.openai.com, utilisez l'API parce que là vous êtes facturé au token, donc grosso modo un token c'est 10 mots à peu près, un token c'est 0,75 mots, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais pas dire de conneries. 10 €, c'est 750 000 mots, grosso modo. Donc, vous imaginez bien que vous payez $20 par mois dans ChatGPT, vous ne consommez pas pour 1 500 000 mots par mois. Vous allez peut-être l'utiliser 3-4 fois. D'accord ? Donc, pour déjà comprendre l'arrêté de votre consommation, il faudrait sortir de ces outils ou à minima qu'à chaque fois qu'on fait une requête, ces outils nous disent combien ça consomme. Aujourd'hui, les gens, quand ils envoient un email, ils ne savent pas combien ça consomme. Quand ils mettent une photo dans le cloud, ils ne savent pas combien ça consomme. Donc, on refait les mêmes bêtises. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gens qui ont trop à gagner d'argent derrière, à vendre du réseau, à vendre de l'électricité, à vendre tout ça. Donc, il faut qu'on rééduque le consommateur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut absolument que chacun monte en compétence pour les utiliser correctement. Et effectivement, aujourd'hui, je vois un certain nombre d'usages complètement inutiles. Il faut aller vers des modèles moins consommateurs. Donc là, on est très fort en Europe puisqu'on va vers des modèles plus spécialisés. L'IA qui consomme le plus, c'est l'IA la plus générale possible, donc c'est ChatGPT. Mais des modèles comme ce que va faire Apple, par exemple, qui vont tourner sur votre modèle, sur votre mobile avec Apple Intelligence, consomment 100 fois moins. Donc il faut qu'on aille vers des modèles plus spécifiques, plus,
j'allais dire, avec des quantités de data plus faibles, qui vont résoudre un problème très précis et qui vont le faire bien en consommant moins d'énergie et moins d'eau. Et puis la troisième solution, elle est technologique. Je parlais de la puce photonique, qui est sans doute la prochaine étape, qui est une puce donc, qui ne qui ne perd pas d'énergie, pas de déperdition d'énergie du tout. Aujourd'hui, il faut savoir que les data centers sont capables d'alimenter en chauffage une ville. Donc on voit la déperdition de chaleur que ça a. C'est là essentiellement où l'électricité passe. Donc déjà, la réutiliser pour chauffer, c'est une bonne idée. Mais si on pouvait éviter de perdre de l'électricité en ayant les puces de demain rapidement, ça serait une bonne chose. Donc tout le monde investit là-dessus. La puce quantique, c'est sans doute plutôt à un horizon 20-30 ans. La puce photonique, c'est plutôt à un horizon 5-10 ans. Et là, on va faire un vrai saut en performance, mais surtout aussi en consommation d'énergie. Donc c'est aussi des solutions technologiques qui vont arriver. Donc nous, en Europe, il faut qu'on fasse pression là-dessus. D'accord ? Il faut qu'on insiste, surtout avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas se dire faire n'importe quoi, construire des data centers qui vont consommer du pétrole de partout, et encore une fois, opposer l'avancée technologique aux enjeux climatiques. Je pense aussi que l'IA va nous aider à résoudre nos enjeux, parce que c'est des super outils pour pouvoir trouver des solutions aussi, inventer des nouveaux matériaux, faire des modèles de climat, tout ça, on va le faire grâce à l'IA. Donc on a besoin aussi de l'IA pour résoudre nos problèmes, mais il ne faut pas tomber non plus dans la vidéo du trombone où finalement tu fais un truc qui crée un nouveau problème et puis qui t'en refait encore un autre derrière et puis tu t'en sors jamais. Donc voilà, avec ces trois éléments-là, je pense qu'on aura des solutions pour résoudre le problème environnemental de l'IA. Donc finalement, éduquer, responsabiliser et technologique. Exactement, tout à fait. Mais ce n'est pas gagné. D'un côté, ce n'est pas gagné, mais il n'y a pas de fatalité à ce que ce soit une catastrophe écologique l'IA. On a encore les moyens de pouvoir faire en sorte de maîtriser le sujet. Et de toute façon, l'expérience nous a déjà démontré, on ne peut pas lutter. Ça va arriver. Donc autant le faire avec responsabilité, éthique. Les gens vont s'en servir. Enfin, l'usage, l'outil est tellement génial. Tu sais, souvent on me pose la question, comment est-ce que tu sais qu'après 25 ans dans la tech, que tu es vraiment face à une révolution technologique ? Et moi, j'ai une réponse toute simple là-dessus. Ce n'est pas du tout la techno. Moi, je vais faire confiance à mes émotions. Et quand je regarde un petit peu dans le passé, j'ai eu 3 émotions, moi, avec la tech, pas plus. La première, dans les années 80, quand j'ai détourné le modem du Minitel pour me connecter au BBS américain, donc les Bulletin Board System, l'ancêtre d'Internet. Donc j'étais dans ma chambre à Metz à 14 ans et j'étais connecté avec une bibliothèque aux États-Unis, c'était Star Wars. C'était un truc, une émotion incroyable. Une émotion un peu moins sympa quand ma mère a reçu la facture du Minitel un mois après, mais c'était un autre sujet. La deuxième fois, c'est quand j'ai eu mon premier iPhone. J'avais un B100 et puis j'ai vu ça et je me suis dit, moi qui étais fan d'Apple, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Jobs 2 fois, c'était incroyable. Je me suis dit, là, ça va être game changer. Et la troisième fois, c'est la première fois où j'ai, en décembre, un mois après la sortie de ChatGPT, décembre 2022, testé ChatGPT pour la première fois. Et j'ai vu la qualité de cette réponse qui s'est affichée, ça m'a donné le frisson. Et quand je regarde aujourd'hui ma mère de 75 ans, qu'est-ce qu'elle utilise ? Elle utilise Internet tous les jours, elle a un iPhone et ChatGPT. Le reste, le Web3, la VR, la crypto, elles s'en foutent. Donc c'est ça qui fait que tu sais, c'était vraiment face à en fait, une évolution technologique. Et aujourd'hui, il y a 400 millions d'utilisateurs de l'IA toutes les semaines. Bon, c'est clair. Tu te souviens de ton premier prompt en 2022 ? Qu'est-ce que j'avais posé comme question ? C'est une bonne question. Et non, en fait, il doit être quelque part archivé dans mon ChatGPT parce que j'ai toujours la même licence. Donc, il faut que je regarde si l'historique était déjà en place à l'époque et s'il l'a gardé. Carrément, carrément. Si tu devais recommencer de zéro, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je changerais ? Peut-être pas tant de choses que ça. Parce que je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est la somme de toutes mes erreurs aussi. Donc, non, ce qui me fait aujourd'hui, c'est mes valeurs. Je me suis toujours inscrit plutôt dans le long terme, tu vois. J'ai toujours essayé, je fais confiance aux gens, naturellement. Parfois, j'ai fait trop confiance. Donc ça, c'est peut-être un truc, tu vois, sur lequel, même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde est comme moi, quoi, qu'on est tous des gentils. Moi, je suis un peu dans un monde des bisounours, tu vois, et j'ai pas envie de changer, quoi. Donc, j'ai envie de faire confiance aux gens, quoi. Et puis, parfois, je me fais avoir. Bon, écoute, c'est la vie. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis comme ça, donc non, ça fait partie de... Voilà, il faut accepter ses qualités et ses défauts et apprendre à vivre avec. Donc, non, j'ai une vie incroyable. Donc, et puis, j'ai encore tellement de choses à faire. Putain, j'ai que 50 ans, quoi. J'espère bien aller à 100, hein. Et j'ai pas du tout envie de prendre ma retraite. Donc non, je regarde jamais derrière, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours devant. La prochaine boîte, la prochaine idée. J'ouvre jamais les albums photos.
Des fois, même, j'ai du mal à me souvenir de ce que je faisais il y a 1 an ou 2 ans, tu vois. Donc, je suis tout le temps vers l'avant. Quand typiquement tu vis une déception, là, comme récemment, tu l'évoquais, comment tu le vis et est-ce que tu te dis: «Ah, je me suis encore fait avoir, faut vraiment que je sois moins bisounours», pour reprendre ton propos? Ou est-ce que tu te dis: «OK, peu importe, je sais maintenant avec l'expérience que ça peut arriver, je deal avec ça, le jeu en veut la chandelle et le risk reward du fait de faire confiance et d'avancer, je l'accepte». Non, mais encore une fois, tu sais, moi, je suis très médian dans mes opinions, donc c'est un mélange des deux. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre ce genre de choses et ne pas essayer de progresser, parce que ce serait une faute professionnelle. Donc il faut progresser, il faut apprendre de ses erreurs, parce que ça reviendrait à dire que finalement, je continue à faire des erreurs et business as usual. Donc il faut progresser. Mais aussi, d'un autre côté, tant que ça ne me tue pas, il n'y a rien de grave. Et donc, faut apprendre, le mettre derrière toi, apprendre, le mettre derrière toi, apprendre, le mettre derrière toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je marche. Donc, je prends le truc, je l'analyse, et après, je le fous dans le tiroir et j'avance. Et j'essaie de ne pas reproduire. En revanche, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, en particulier quand tu arrives à mon âge, sur lesquels tu sais que tu ne changeras plus. Tu as beau essayer, sur l'organisation, moi, je suis un gros bordélique, donc là, je sais que j'aurai beaucoup de mal à changer là-dessus. Mais en même temps, c'est un bordel créatif, donc ça apporte aussi de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais compenser avec mes collaborateurs, avec mes associés. Aujourd'hui, avec Christelle et Thomas, on fait une association incroyable parce que Thomas, lui, c'est une bête d'ordre et il est au fond de la mine et il adore ça, quoi. Lui, c'est son truc. Donc, on est hyper complémentaires, tu vois. Et Christelle, elle a cette sensibilité, ce lien avec les gens. Elle voit des trucs que nous, on ne verra jamais parce que nous, on est des machines. Donc, tu vois, on revient un peu au sujet de départ, cette association. C'est un élément clé pour réussir, quoi. C'est une force incroyable, incroyable. Tu peux tout faire avec ça. Changer 20 fois de business model, tomber 10 fois, te relever 11, c'est ça qu'il faut avoir, en fait. Merci Francis Merci pour cet à toi. échange. Énormément de choses qu'on a pu voir ensemble. J'aurais pu rester des heures parler avec toi. J'ai une dernière question pour toi. Mais avant ça, si vous êtes encore là, et je sais que vous êtes encore là, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à animer cet épisode, eh bien faites-le nous savoir comme à chaque fois en likant la vidéo, en la commentant, en la partageant. Et si vous étiez sur votre plateforme de podcast préférée, mettez 5 étoiles sur cette plateforme. Francis, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview? Ça peut être une simple phrase, une citation, une frustration, quelque chose de positif, moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Écoute, j'ai jamais réfléchi à ça, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose pour moi qui a été un vrai déclic. Pour moi, c'est Steve Jobs, en fait, et son histoire, en fait, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois quand il venait à Paris pendant les Apple Expo. Moi, je suis sur Mac depuis... j'ai eu un Apple IIe en 81, Mac en 86. Et donc, j'ai vu l'explosion de l'idole, sa chute et son retour. Et à mon tout petit niveau, je me suis énormément projeté dans son histoire. Et ça, pour moi, ça a été le déclic majeur, c'est-à-dire de se dire... même si l'histoire était un peu romancée, après j'ai lu sa bio, j'ai redécouvert d'autres choses que je n'avais pas forcément bien compris ou bien interprétées, tu vois, à l'époque. Mais je pense que d'avoir côtoyé ce gars à son sommet, le voir virer après, alors que moi je suis un fan de cette marque depuis toujours, et voir ce que c'est devenu après, l'héritage, ce qu'on en fait d'autres après. Pour moi, l'Apple d'aujourd'hui, c'est plus l'Apple que j'ai connu. Moi, l'Apple de l'époque, c'était l'anti-PC Microsoft, c'était les rebelles. On était 5%. Aujourd'hui, c'est la marque qui est devenue la marque grand public, tu vois. Donc, j'ai toujours gardé un peu ce côté rebelle et j'aime bien me placer du côté des rebelles. Et j'ai une petite tendance d'ailleurs, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est très ostentatoire et très affirmatif sur un sujet, à me mettre en opposition juste parce que j'aime déconstruire et reconstruire derrière. Même si au fond, je suis d'accord avec lui parfois, tu vois. Donc, voilà, ça va être ça pour moi le déclic, c'est vraiment ma rencontre avec Steve Jobs, je pense. Merci Francis. Merci à toi.